Ce garçon a été écrasé par Truxama. À ce moment-là, une déesse est apparue, disant qu'il serait envoyé dans un monde d'épée et de magie. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que son pouvoir lui permettrait de vaincre d'énormes monstres d'un seul coup de poing. Littéralement, même à 5 ans, il pouvait abattre n'importe quel monstre. Mais avant d'en arriver là, la scène montrait le sol d'une chambre. Un garçon était assis, entouré de piles de manhwa qui faisaient partie de sa vie depuis l'enfance. Il fixait intensément l'une des histoires ouvertes devant lui. À chaque lecture, il arrivait toujours à la même conclusion. Le protagoniste semblait bien trop pathétique. Il admirait se doter d'une force cachée, dissimulée sous des apparences ordinaires, mais révélée au bon moment. Depuis qu'il était petit, il rêvait de devenir l'un de ces personnages mystérieusement puissants. Au fil des ans, il a développé la capacité d'aider les autres sans se faire remarquer. Une vieille femme peinait à pousser une lourde charrette. Soudain, le poids disparut, rendant la charrette facile à déplacer. Elle se demandait pourquoi l'effort avait disparu. Caché derrière un mur, il observait la scène avec satisfaction. Il s'éloigna prudemment, évitant d'être découvert. Il décida qu'il avait assez aidé pour la journée. Il partit, planifiant qu'il aiderait le lendemain, maintenant une routine de 10 ans. Satisfait d'avoir été vu, il fut heurté par un camion de 8 tonnes. Il se réveilla dans un lieu inconnu. Il se leva, confus, essayant de comprendre où il était, certain d'avoir eu un accident. Une voix féminine révéla que c'était un monde d'épée et de magie. Devant lui, une femme ailée apparut en flottant, disant qu'elle l'attendait, lui, l'âme pure. Elle se présenta comme Ersia, la déesse de ce monde, et annonça qu'elle allait le ressusciter. Il demanda si elle savait déjà qui il était. Ersia confirma, expliquant qu'il était l'une des rares personnes qui aidait sans chercher la reconnaissance. De nombreux dieux, dit-elle, avaient été surpris par ses actions. Il écouta simplement les paroles de la déesse. Il réalisa que peu importe ses efforts pour passer inaperçu, il n'avait pas trompé les dieux. Ersia l'observa en silence pendant quelques instants. Elle se tourna et le trouva amusant, exactement comme elle s'y attendait. Elle annonça qu'elle lui accorderait une bénédiction pour devenir tout ce qu'il souhaitait. Il pourrait être un héros, un roi démon, un dragon, ou même un puissant souverain. Puis elle lui demanda ce qu'il voulait devenir. Il répondit qu'il voulait être un PFC, laissant la déesse perplexe face à l'acronyme. Il cria qu'il voulait devenir un personnage à la force cachée. Il expliqua qu'il avait toujours l'impression qu'il manquait quelque chose à ses bonnes actions. Il se souvint d'avoir éventé des gens en secret pour les rafraîchir, et d'avoir nettoyé les rues sans que personne ne le remarque. Il déclara que ce n'était pas être un vrai PFC, car ses actions étaient trop insignifiantes. Un personnage à la force cachée vit dans l'ombre mais révèle une puissance immense lorsque c'est nécessaire, laissant tout le monde impressionné par sa force. La déesse comprit enfin qu'il voulait posséder un pouvoir écrasant, mais caché et ignoré. Déclarant son destin, Ersia annonça qu'il renaîtrait en tant que roturier dans ce nouveau monde. Sa force surpasserait celle de n'importe quel héros, roi démon ou dragon. Cependant, elle l'avertit qu'au moment où son pouvoir serait révélé, son cœur s'effondrerait. Il se figea en entendant la condition et demanda pourquoi cela arriverait. Ignorant ses protestations, la déesse lui souhaita la paix sur son chemin solitaire. 2 ans passent, et il conclut que la déesse est nulle pour écouter les requêtes. Une meute de loups apparaît devant lui, mais il s'assure que tout est sous contrôle. Il fait face au loup géant et se déclare le plus fort de la région. En un clin d'œil, tous les loups sont à terre. Il observe le résultat et commente à quel point cette force est vivifiante. Le chef de la meute se relève, et il se demande s'il n'était pas seulement 5. Le loup s'enfuit alors à toute vitesse. Il observe la fuite, impressionné par sa rapidité. En regardant, il réalise que son cœur n'est pas affecté si seuls les monstres découvrent sa force. Mais le loup est touché par une attaque et projeté au sol. Il atteint l'animal et lui demande d'attendre. Il se met bientôt à courir pour arrêter tous ceux qui restent. Après la chasse, il regarde autour de lui et remarque qu'il n'y a plus de monstres ni de gens à proximité. Euron, un réincarné de 9 ans, décide de retourner au village. Alors qu'il approche, il entend quelqu'un l'appeler par son nom. Une fille l'interpelle, lui demandant où il était sans rien dire à personne, et il répond qu'il avait mal au ventre. Elle le gronde, disant qu'il aurait dû dire quelque chose et ne pas sortir seul puisqu'il est faible. Elle lui rappelle les meutes de loups voisines, et il s'excuse simplement. Elle se tourne vers les autres enfants et commente qu'il y avait peu de loups, ce qui a rendu le travail agricole difficile. Un des garçons dit que c'est grâce aux prières du prêtre, ce qui a rendu l'agriculture plus facile. Il souhaite alors qu'il n'y ait plus de meute de loups. Un homme l'attrape par la tête, le traitant avec mépris. Il le jette au sol, hurlant aux orphelins de ne pas s'éloigner seuls. La fille court vers lui, l'appelant par son nom. L'homme l'insulte pour être petit et faible, même après l'avoir recueilli. Son ami s'approche et lui demande s'il va bien. Allongé sur le sol, Euron s'excuse, soulagé de ne pas avoir été découvert. Le directeur ordonne à tout le monde de prendre son balai et de sortir, sans jamais imaginer qu'il avait éliminé les monstres. Il menace que quiconque ne mémorise pas la chanson sera abandonné au loup, ce qui fait penser à Euron que c'est un vrai PFC. Les enfants chantent qu'ils sont heureux, même s'ils sont orphelins. Ils continuent de balayer, souriant parce que le directeur prend soin d'eux.
Pendant qu'ils balaient, Euron et les filles chantent que les villageois leur donnent de la nourriture. Les adultes regardent les enfants et commentent à quel point ils veulent récompenser leurs efforts. Ils louent le directeur pour sa gentillesse et pour avoir recueilli des orphelins sans abri. Une femme demande à son mari de prendre un poulet pour les enfants, ce qui les rend tout excités. Plus tard, un repas copieux avec du poulet et des boissons est servi à table. Le directeur se régale en mangeant 2 cuisses de poulet. Dans un autre coin, seules des pommes de terre remplissent une assiette. Euron observe la nourriture devant lui. Les enfants sont assis par terre, et ils se demandent pourquoi il n'y a que des pommes de terre. Une fille demande pourquoi ils n'ont pas eu le poulet que la dame avait donné. Un garçon plus âgé lui dit de manger en silence, disant que c'est mieux que de mourir de faim dehors. Euron lance un regard irrité vers le directeur. La fille aux cheveux rouges attire l'attention de tout le monde et annonce le plat du jour. Les enfants se rassemblent, surpris de voir qu'elle a apporté des œufs. Elle explique les avoir pris en secret à la dame et suggère de les manger rapidement ou de les mélanger avec les pommes de terre. L'excitation gagne le groupe, et l'un d'eux déclare qu'il mangera son œuf immédiatement. Euron fixe la nourriture, Léo à la bouche. La fille lui offre son propre œuf, le surprenant par ce geste. Elle insiste, disant qu'il est trop maigre et que le directeur l'abandonnera s'il reste comme ça. Malgré tout, il refuse et lui dit de manger le sien. Elle se rapproche et essaie de le forcer à accepter, prétendant que l'œuf va se gâter. Le bruit sourd de son estomac brise l'instant et elle lui saisit le bras. Surprise, elle le fixe, ne sachant quoi dire. Il rit simplement et insiste pour qu'elle mange. Euron sourit, affirmant qu'il n'a pas faim en se remémorant son arrivée dans ce monde. Il se souvient comment il était traité en tant qu'orphelin méprisé. Dans ses souvenirs, son corps est violemment jeté au sol. Un marchand lui dit de partir, affirmant qu'il fait fuir les clients. L'homme le menace sérieusement s'il se montre à nouveau, car la vie d'un orphelin était très difficile. Personne ne le défendait, et l'hostilité faisait partie du quotidien. Même méprisé, il se souvient du moment où il était allongé par terre. Puis, une fille l'a repéré et a réalisé qu'il était seul lui aussi. Elle s'est présentée comme Ella et l'a invité à la suivre. Elle expliqua que même si le directeur était cruel, il y avait au moins de la nourriture et un abri là-bas. Euron écoutait attentivement chaque mot. Son estomac gargouilla de nouveau. Le tenant par la main, elle les voir le directeur et lui demanda de le recueillir. L'homme l'observa avec méfiance. Ella lui assura qu'en tant que garçon, il serait d'une grande aide. À cet instant, il réalisa à quel point elle était gentille. De retour au présent, il tend l'œuf à son ami. Il lui met un morceau dans la bouche et suggère qu'il aille à l'académie de magie. Il affirme que là-bas, elle pourra étudier et manger autant qu'elle le voudra. Les autres enfants s'enthousiasment et crient qu'ils veulent y aller aussi. Ella enlace tout le monde et décide qu'ils iront ensemble. Le groupe célèbre avec enthousiasme, rêvant de toute la nourriture délicieuse qu'ils auront. Euron commente qu'au lieu de travailler dur, tout le monde pourra étudier. Il propose qu'ils survivent là-bas du mieux qu'ils peuvent jusqu'au jour de leur départ. Soudain, le directeur appelle les enfants dehors en disant qu'il a une excellente nouvelle. Il révèle que Ella a été adoptée et demande à tout le monde de la féliciter. Euron reste immobile, ne sachant que dire. Ella s'excuse de ne pas pouvoir rester avec eux jusqu'à la fin. Les enfants disent qu'ils sont heureux, mais aussi envieux d'elle. Le directeur annonce alors une autre bonne nouvelle et appelle Euron. Il le félicite, disant qu'il sera le sacrifice pour le dieu loup. Ella l'interrompt, criant que cela ne faisait pas partie de l'accord, car il avait promis de s'occuper des Eurons si elle était adoptée. L'homme se tourne vers le garçon et lui demande s'il sait pourquoi les meutes de loups ont disparu. Euron dit que oui, mais le directeur lui dit que ce qu'il pense est faux. Il explique que les loups ne se montrent pas car ils ont reçu des offrandes régulières au dieu loup. Il déclare que Euron est petit et faible, incapable de devenir un bon travailleur. Il déclare alors que son sacrifice sauvera le village et que tout le monde devrait le féliciter. Ella hurle le nom du directeur. Elle court vers lui et s'offre comme sacrifice, le suppliant d'épargner Euron. Un point vole vers elle. L'homme arrête le coup à la dernière seconde, disant que la marchandise ne doit pas être endommagée. Depuis ce jour, Ella n'a plus jamais répété ces mots. Le directeur annonce que non seulement Euron, mais aussi les autres enfants seront sacrifiés. Après cela, il ordonne à tout le monde sauf Euron de prendre son balai et de partir. Seul, le garçon se demande ce qu'il doit faire. Il pense à s'occuper secrètement du dieu loup, puis à partir pour un voyage caché. Une voix l'appelle soudainement, et il se retourne. Il reconnaît la silhouette à la porte. Ella apparaît, l'appelant. Euron demande ce qui s'est passé, mais elle l'interroge simplement sur la couronne de fleurs dans ses cheveux. Elle veut savoir ce qu'il pense de sa nouvelle coupe de cheveux, faite pour ressembler à la sienne. Il la coupe, disant qu'il n'y a pas de temps pour ça et qu'ils doivent changer de vêtements rapidement. Elle se prépare à se changer, déclarant que comme il est mince, ses vêtements lui iront bien. Confus, il demande la raison de l'échange et ce qu'elle veut dire par là. Ella révèle sans hésitation quel sera le sacrifice à sa place. Euron lui demande si elle comprend vraiment ce que cela signifie. Avec un sourire calme, elle confirme qu'elle comprend, car son jeune frère a également été sacrifié. Il la fixe, essayant d'assimiler cette douloureuse révélation. Ella explique que lorsqu'elle l'a rencontré, elle a cru que son frère était revenu à la vie. Parce qu'il se ressemblait tant, elle a toujours voulu prendre particulièrement soin de lui.
Euron reste silencieux, écoutant chaque mot. Elle le supplie alors de s'enfuir aussi loin que possible, car elle ne supporterait pas de voir son frère partir à nouveau. L'idée de s'enfuir seul le laisse immobile. Il suggère qu'ils s'échappent ensemble et lui demande pourquoi elle insiste tant pour être le sacrifice. Ella répond qu'il serait facilement attrapé car les adultes sont très rapides. Elle prétend avoir un plan et explique que le directeur deviendra violent dès qu'il verra ses cheveux. Elle dit que quand il perd le contrôle, il oublie le temps, donnant à Euron une chance de s'échapper. Elle touche la couronne de fleurs sur sa tête. Puis, elle la place sur sa propre tête et lui demande de vivre à sa place. Euron comprend que le lieu d'adoption n'est pas sûr et qu'elle préfère le sauver. Il serre le poing, réalisant que même avec sa force écrasante, il ne peut rien faire. Soudain, le directeur entre dans la pièce, un couteau à la main. Il fixe Ella et demande ce qui est arrivé à ses cheveux. La lame brille fixement entre ses doigts. Ils le regardent tous les deux et Ella essaie de s'expliquer. L'homme l'attrape par la tête, la qualifiant de marchandise de valeur. Il se plaint que sa valeur diminuera ainsi, tandis que Euron regarde, paralysé. Il hurle son nom et libère le pouvoir contenu en lui. Une lueur intense emplit ses yeux, reflétant l'énergie qui l'entoure. Il porte une main à sa poitrine, sentant son cœur réagir à la libération de sa force. Euron sent son cœur battre violemment, se rappelant la malédiction lancée par la déesse. Ces paroles résonnent dans son esprit, l'avertissant qu'au moment où son pouvoir serait révélé, son cœur s'effondrerait. Pendant ce temps, le directeur tenait Ella fermement. Ses yeux se fixent sur la couronne de fleurs dans ses cheveux. Avec un sourire tordu, il lui demande si elle veut connaître la même fin que son jeune frère. Puis, avec cruauté, il décide de révéler un secret. Il dit qu'il est le dieu loup lui-même, et il admet être celui qui a causé la fin de son jeune frère. Froidement, il explique qu'après ce qui est arrivé, il en a profité. L'homme déclare que c'est un honneur pour les orphelins d'apporter un certain bénéfice au village, même si c'est de manière tragique. Il se moque du garçon, disant qu'il a été gentil jusqu'au bout, croyant que c'était bien de servir de sacrifice. Il rit en tenant Ella, qui devient flasque dans ses bras, et il note avec satisfaction qu'elle ne bouge plus. Euron observe simplement la scène en silence. Le directeur se tourne vers lui, brandissant le couteau, et annonce sans remords que son ami n'est plus. Il lui rappelle que c'était Ella, celle qui s'inquiétait toujours pour lui. Il promet qu'il l'enverra bientôt à ses côtés. À ce moment, Euron se souvient de sa rencontre avec elle. Les conversations, les rires, et la façon dont elle l'a toujours protégé. Comment elle s'est sacrifiée pour lui. Alors, il se demande pourquoi il hésitait encore. L'homme le regarde, confus par ce changement soudain. Le garçon lui tourne le dos, perdu dans ses souvenirs de la déesse. Elle lui avait demandé pourquoi il voulait toujours être un personnage à la force cachée. Elle se demandait s'il ne serait pas plus simple d'être un héros ou un roi démon, et si au fond, il voulait juste être remarqué. Euron a répondu que les héros et les rois démons utilisent leur pouvoir pour les humains ou les démons. La déesse écouta en silence, et il déclara qu'il n'aimait pas cette idée. Dans le présent, le garçon se décide enfin. Il veut utiliser sa force pour protéger ceux qu'il aime. D'un seul mouvement, il lance l'attaque. Le coup frappe le directeur de plein fouet. L'énergie transperce le bâtiment et le corps d'Ella est projeté par l'impact. Eurien court et la rattrape dans ses bras. Il l'appelle désespérément. Il s'excuse d'être arrivé trop tard alors qu'elle tousse. Ses yeux s'écarquillent quand il voit la gravité de la situation. Il crie son nom une fois de plus, et elle répond par un faible murmure. Euron appelle de nouveau le nom d'Ella. Puis, il canalise de l'énergie dans ses mains et active une capacité de guérison. Sa blessure commence lentement à se refermer. Un soupir de soulagement lui échappe quand il réalise qu'il n'était pas trop tard. Mais alors qu'il la tient, le souvenir de la malédiction lui revient en mémoire. Son regard se perd dans l'horizon détruit. D'une voix ferme, il déclare qu'il n'a aucun regret. Après l'explosion de puissance, il trouve étrange d'être encore en vie. Il baisse les yeux et voit le directeur étendu sur le sol, et soudain, il comprend pourquoi. S'il élimine ses ennemis avant qu'il ne réalise sa force, la malédiction ne l'affectera pas. À cet instant, un redoutable protagoniste est né, un détenteur de force cachée. Grâce à la déesse, Ersha, Euron s'éveille dans un nouveau monde. 4 ans ont passé depuis qu'il a sauvé Ella de ce directeur. Au milieu de la forêt, il trouve un monstre colossal devant lui. Il fait face à la créature, immobile et alerte. Le monstre le dévisage en retour, jaugeant chacun de ses mouvements. En un éclair, il réalise qu'il a oublié de boire son lait ce matin. Il se plaint à voix haute d'avoir à peine grandi au cours des 4 dernières années. Il se demande quelle serait la taille moyenne pour un jeune de 13 ans. La créature charge et essaie de le frapper d'un coup dévastateur. En un instant, le monstre est vaincu et tombe au sol. Euron se retourne et observe la créature immobile parmi les arbres. Il observe la créature vaincue reposant sur le sol couvert de feuilles. Il se demande si manger des bois de serre l'aiderait à grandir. Devant un grand bâtiment, une voix appelle Ella et Euron. Elle les informe qu'ils ont tous les deux l'âge de passer l'examen d'entrée de l'école de magie. La religieuse qui les a recueillis, Sœur Arlan, leur demande s'ils se sont bien préparés pour l'examen. Les autres enfants leur souhaitent bonne chance, et Ella dit que grâce à elle, ils sont prêts.
La sœur commente qu'il doit y avoir une raison pour laquelle le Seigneur a pris le directeur et les a épargnés tous les deux. Elle leur souhaite une bénédiction divine, et il la remercie, promettant qu'ils réussiront quoi qu'il arrive. L'école de magie était le rêve né dans ce vieil orphelinat. Pour Orion, cependant, il y avait une autre raison pour laquelle il s'y était lancé. Les 4 dernières années avaient été ennuyeuses, passées uniquement à chasser des monstres en secret. Maintenant, il a hâte d'être ouvertement méprisé par les gens. Il croit qu'un monde fantastique existe pour un protagoniste sous-estimé par tout le monde. C'est pourquoi il est vraiment impatient de voir ce qu'il attend. Enfin, ils arrivent à l'école royale de magie, une institution fondée par la famille royale pour former des talents capables de protéger le peuple des monstres. Le jour de l'examen, un noble nommé Chris admire l'imposante porte principale. Il regarde autour de lui, jaugeant les autres candidats. Il remarque que la plupart d'entre eux portent des broches bleues, un symbole de noblesse tout comme la sienne. Soudain, ses yeux s'écarquillent alors qu'il aperçoit une candidate en particulier. Il remarque la broche rouge épinglée à ses vêtements et se demande si elle pourrait être la princesse de la famille royale. Avec un sourire, il commente que cet examen n'est pas pour n'importe qui. Son regard se tourne alors dans une autre direction, et il se demande ce qu'il est en train de voir. Chris aperçoit Urian et Ella approcher, remarquant qu'aucun d'eux ne porte de broche. Urian commence à rire de la scène qui se déroule devant eux. Chris s'approche et demande comment de si simples créatures osent rêver d'entrer à l'école de magie. D'autres nobles se joignent aux moqueries, et l'un d'eux se demande si les deux savent même lire. Un autre suggère qu'il devrait juste essayer d'être reconnaissant pour l'opportunité. L'excitation envahit Urian car c'est exactement le genre de situation qu'il espérait vivre. Irrité, Ella réplique au noble en essayant de retenir sa colère. Elle se retourne bientôt pour partir, mais la voix d'Urian la rappelle. Ella s'arrête et lui conseille de ne pas écouter ce qu'ils disent. Elle explique qu'il accorde plus de valeur au statut qu'aux personnes, tandis que Chris observe avec un sourire satisfait. Euron court à la hâte pour la rattraper, lui demandant d'attendre. À ce moment-là, une voix annonce le début du 29e examen d'entrée de l'école. Le directeur mage explique que le devoir de l'étudiant est de protéger le peuple avec des épées et de la magie. Il les informe que l'examen testera leurs compétences fondamentales avec la lame et leur pouvoir magique. D'autres étudiants chuchotent à propos de la présence d'un roturier, doutant de sa capacité à se battre. Un homme aux yeux bandés se présente comme Géarienbi, l'instructeur pour l'épreuve d'escrime. Il ordonne aux candidats de ramasser les épées d'entraînement devant eux. Il fait une démonstration de l'exercice en coupant la cible derrière lui avec une simple feuille de papier. Les candidats réagissent avec étonnement face à la précision et à la force démontrée à distance. Géarienbi vérifie la liste des noms et appelle la première candidate, Tian. Une fille aux cheveux blancs répond à l'appel et s'approche. L'instructeur la positionne et lui dit de commencer quand elle se sentira prête. Tyne demande si elle sera disqualifiée et si elle ne peut pas couper la cible d'un seul coup. Géarienbi répond que non, car ils n'ont aucune attente quant à la performance des candidats. Il conclut en disant que comme ils ne sont que des enfants, ils devraient simplement faire ce qu'ils peuvent. Tian frappe le mannequin d'entraînement. L'instructeur commente qu'elle n'a même pas pu le couper à moitié et appelle le nom suivant. Chris s'avance et coupe la cible en deux. Peu après, Rachel fend également le mannequin d'entraînement en deux. Géarienbi vérifie la liste et appelle Ella. Elle répond et se positionne à côté de Urian. Le garçon l'encourage, disant que l'exigence est de couper la moitié et qu'elle peut facilement le faire. Ella le remercie pour l'encouragement avec un bref sourire. Elle prend sa position devant la cible, et l'instructeur lui fait signe de commencer. Les nobles se moquent d'elle, disant que c'est humiliant de partager l'épreuve avec des roturiers. Elle prend une profonde inspiration et concentre toute sa force dans le coup. Elle se souvient du moment, il y a 4 ans, où elle n'a pas réussi à protéger Urian. Son regard se fixe sur la cible en face d'elle. D'un seul coup, elle tranche toute la partie supérieure du mannequin d'entraînement. L'instructeur Géarienbi observe attentivement le résultat de la coupe d'Ella. Urian observe sa performance avec un sourire subtil. Les candidats réagissent avec surprise à l'impact du coup. La foule est stupéfaite, se demandant comment une roturière a réussi à être la première à couper complètement la cible. Ella déclare fermement que maintenant, c'est elle qui protégera Urian, affirmant qu'il est encore faible. Géarienbi reste silencieux pendant quelques secondes, analysant ce qui s'est passé. Une baguette magique avait été placée au centre de la cible. Même avec toute leur force, aucun autre candidat n'aurait pu la traverser. Pour couper la cible, il fallait renforcer l'arme avec de la magie. La fille l'a fait inconsciemment, quelque chose de difficile même pour un adulte. L'instructeur reconnaît son talent et appelle le nom suivant sur la liste, Urian. Une épée d'entraînement est plantée dans le sol devant lui. Urian la saisit et se prépare à commencer l'épreuve. Géarienbi l'autorise à commencer quand il sera prêt. Alors qu'il balance la lame, il parvient à peine à égratigner la surface de la cible. L'instructeur et les candidats observent le résultat en silence. Bientôt, des rires résonnent parmi les nobles, disant qu'un faible roturier reste un roturier. Urian se contente de sourire, certain que la prochaine épreuve est sur le point de commencer. Une nouvelle cible est placée au centre de la salle pour l'examen de magie. L'instructrice Gi explique qu'ils utiliseront un outil magique pour la frapper. Un des nobles admet qu'il ne sait pas lancer de sort,
et elle le rassure calmement. Elle montre comment l'outil crée de Léo même sans le contrôle de l'utilisateur. Puis elle annonce que le premier candidat sera Chris. Chris lève la baguette et lance un jet d'eau vers la cible. L'attaque touche précisément le centre, et l'instructrice loue son excellente performance. Ses amis le félicitent avec enthousiasme. Gi lui demande de retourner à sa place et appelle le suivant, Yurian. Il répond promptement tandis que Ella l'encourage avec confiance. En s'approchant, il tend la main pour recevoir la baguette magique. Il prend l'objet qu'on lui tend naturellement. À l'instant où il la tient, la baguette se brise entre ses doigts. Chris le réprimande, disant qu'un roturier ne devrait même pas se tenir devant un noble. Yurian le fixe en silence, ne montrant aucune réaction. Ella crie son nom, et l'instructrice avertit que les bagarres entre candidats ne seront pas tolérées. Il la rassure, disant que ce n'est rien alors qu'il ramasse l'un des morceaux. Il tient le fragment avec un sourire confiant. Il remercie Chris, déclarant que maintenant tous les yeux sont rivés sur lui. Il se prépare à passer l'épreuve avec la baguette cassée. Il prévoit d'échouer exprès, visant le rôle parfait d'un personnage à la force cachée. Une petite quantité d'énergie se rassemble à la pointe du fragment. Mais alors qu'il essaie de lancer le sort, une immense puissance explose dans sa direction. Euron est stupéfait par la force inattendue de sa propre attaque. Ella et l'instructrice Gi regardent la scène, et tous les autres candidats observent le résultat. Yurian est sans voix face à ce qui vient de se passer. Il regarde la baguette fissurée et réalise qu'il a de gros ennuis. Les candidats réagissent, confus par le résultat inattendu de l'épreuve. L'instructrice Gi et Ella fixent Yurian en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Chris et ses amis marmonnent avec incrédulité face à ce qu'ils viennent de voir. Yurian se demande si l'outil magique s'est cassé à cause de la force de son mana. Il crie que c'est la faute de l'outil, affirmant qu'il doit être défectueux. Chris refuse de l'accepter, insistant sur le fait qu'un roturier ne pourrait jamais endommager quelque chose comme ça. Certains nobles commentent que l'objet était déjà usé et qu'il s'est juste cassé à son tour. Ensuite, Yurian remercie Chris, soulagé par cette excuse pratique. Il regarde la baguette cassée et se plaint qu'elle est trop faible pour son pouvoir. Puis, il se tourne vers la cible, déterminé à continuer son jeu et à ne pas se dévoiler. Le directeur mage annonce l'épreuve finale, affronter un ours magique dans la forêt en équipe de 3. Il explique que de grandes compétences ne valent rien si l'on ne peut pas affronter les monstres. Ella se tourne vers Euron, excitée par l'épreuve finale. Elle lui rappelle qu'ils sont à un pas de leur rêve et qu'ils doivent tout donner pour réussir. Euron acquiesce avec enthousiasme alors qu'une voix annonce la composition des équipes. La même voix les informe que les candidats avec la même marque doivent se rassembler pour former leur groupe. Ella remarque le symbole qui apparaît sur sa poitrine. Un candidat s'approche en montrant la broche identique épinglée à ses vêtements. Lui et son partenaire appellent Ella pour qu'elle les rejoigne et se dirige vers la forêt. Les nobles à proximité réagissent, outrés par la chance d'une roturière rejoignant l'équipe de la princesse. Euron sourit en voyant le groupe d'Ella formé. Ella lui dit au revoir, promettant de faire de son mieux. Il lui fait un signe de la main en retour, lui souhaitant bonne chance. Il réalise bientôt qu'il est toujours debout avec d'autres candidats, mais aucune marque n'est apparue. Il commence à se demander s'il a été laissé sans équipe jusqu'à ce que deux camarades s'approchent. Le duo le rejoint, complétant l'équipe non assignée. L'un d'eux s'approche avec enthousiasme et confirme s'il parle bien à Yurian. Il se présente comme Richel et dit qu'il l'a observé pendant l'épreuve, demandant qu'ils s'entendent bien. La fille à côté de lui se présente comme Sion. Yurian accepte, soulagé d'avoir enfin une équipe. Deux nobles regardent le groupe se former et échangent des sourires malicieux. Ils commentent qu'une équipe avec un roturier et Richel est la pire combinaison possible. Il se moque de lui car c'est la 4e fois qu'il passe l'examen d'entrée. Puis, il se tourne vers Tian et la qualifie de noble abandonné. Il rit de l'équipe de marginaux qui l'ont formé. Euron les foudroie du regard, ne comprenant pas la raison de leur moquerie. Ses coéquipiers s'avèrent être un candidat qui redouble et une noble abandonnée. Le groupe de nobles continue de rire de leur situation. Euron se contente de sourire et demande s'ils ne peuvent pas simplement réussir l'épreuve. Les deux le fixent, surpris par son attitude calme. Richel se met à sourire. Il s'approche et dit que Euron est exactement comme il l'imaginait, affirmant qu'il ne s'était pas trompé à son sujet. Il admire la confiance que le jeune homme montre devant les nobles, quelque chose qu'il aimerait avoir. Il l'encourage à réussir l'épreuve quoi qu'il arrive, le laissant sans voix. Tin, cependant, se demande s'ils peuvent vraiment réussir. Yuri en admet qu'il n'a pas bien réussi les épreuves de magie et d'escrime. Il se souvient de sa performance désastreuse dans les deux. Soudain, il réalise quelque chose. Il a échoué à l'épreuve d'escrime, et il a aussi échoué à l'épreuve de magie. Il commence à se demander comment il est encore en lice après 2 échecs. Il se souvient des paroles d'encouragement d'Ella. La panique s'installe alors qu'il pense qu'il ne pourra pas être diplômé avec elle. Richel le rassure, garantissant qu'il y a encore une chance. Il explique que comme il a essayé 4 fois, il sait qu'il est possible d'échouer aux 2 premières épreuves. Il révèle que l'examen du monstre vaut plus de points, et que s'ils unissent leurs forces, ils peuvent tous réussir. Yurian se réjouit, soulagé qu'il y ait encore de l'espoir de réussir avec Ella. Dans la forêt, la réalité s'avère bien plus difficile.
Toute l'équipe fuit un monstre tandis que Richel supplie Tian de faire quelque chose, puisqu'elle est une noble. Au milieu de la poursuite, un éclair de lumière traverse les arbres. Le groupe s'arrête, et Richel commente que l'épreuve est aussi intense qu'il l'imaginait. Yurian comprend qu'il doit arrêter l'ours magique pour être admis à l'académie. Il réalise cependant qu'il ne peut pas y arriver avec ses deux compagnons. Il se demande ce qu'il devrait faire, certain qu'il pourrait en affronter 100 tout seul. Richel déclare qu'à ce rythme, ils vont tous échouer. Tian déclare que c'est sa dernière chance et qu'elle ne peut absolument pas échouer. Elle suggère qu'il se concentre uniquement sur l'obtention de la molaire du monstre. Richel est d'accord, expliquant que puisqu'ils sont trop faibles pour un combat direct, ils doivent se concentrer sur la récupération de la molaire. À ce moment-là, il a une idée brillante. Yurian demande si c'est seulement possible, mais Richel lui assure qu'il connaît un moyen. Il note que l'ours magique garde toujours ses molaires exposées. Il prétend que s'ils suivent ses instructions, ils peuvent obtenir la molaire sans vaincre la créature. Il s'estime chanceux car les ours sont les monstres les plus faciles de toutes les épreuves de chasse. Il tend quelque chose à Tian et lui dit de l'étaler sur son corps. Tian tient l'objet et demande ce que c'est. Richel révèle que c'est une essence de chasse, expliquant que le plan est de rendre le monstre furieux avec l'odeur puis d'endommager ses molaires. Tian reste sans voix face à cette explication. Elle essaie de répliquer que cela semble trop risqué. Richel la rassure, disant que ça marchera de toute façon alors qu'il brise l'objet. Il ajoute que l'ours monstrueux ignore tout quand il mange, ce qui ne fait qu'inquiéter davantage Tian. Il se prépare à agir mais est soudainement interrompu. Yurian saisit fermement le bras du jeune homme. Il lui demande s'il envoie vraiment Tian dans un si grand danger. Richel se tourne pour lui faire face. Il demande si Yurian ne veut pas aller à l'académie avec sa sœur. Il retire son bras et déclare que parfois, il faut prendre de gros risques. Il le met au défi de trouver une meilleure façon d'arrêter le monstre. Il crie qu'ils ne réussiront jamais car ils viennent de la classe inférieure. Il explique que contrairement aux nobles, ils ne sont pas nés avec du mana, donc ils doivent rester unis. Il conclut que c'est une bonne affaire si eux deux réussissent, même si cela signifie mettre un noble en danger. Il déclare que puisqu'elle est une noble abandonnée, ils peuvent l'utiliser comme appât sans aucune inquiétude. Tian se souvient alors de quelqu'un disant qu'elle avait de nouveau échoué à l'épreuve. La personne l'a comparé à son excellent frère aîné, Ricky, doutant même qu'ils soient parents. Ils ont demandé si Tian était la honte de la famille du comte. Yurian l'interrompt, disant que peu importe si elle a été abandonnée ou ignorée. Il déclare que chacun aura son heure de gloire. Il leur crie de ne pas décider de la valeur de quelqu'un d'autre à la légère. Richel réagit à ces paroles avec irritation. Il jette l'essence de chasse sur Yurian et Tian. Il crie que Yurian devrait affronter le monstre avec elle. L'ours les aperçoit tous les deux, couverts de l'essence. La créature fonce sur eux. Tian fixe le monstre qui approche. Yurian se tourne vers la créature et esquisse un léger sourire. Tian pousse un cri. Son regard se porte sur le côté. Elle observe la scène. Tian décide qu'elle doit vaincre le monstre toute seule. La créature se jette sur eux, la gueule grande ouverte. Elle se prépare au combat. Elle fait face au monstre devant elle. Une voix de femme affirme qu'elle est une honte pour la famille. Tian grince des dents. Yurian invoque un bouclier pour bloquer l'attaque de la créature. Elle crie qu'elle est aussi une noble. Elle lance un sort d'épée sur le monstre. Le coup frappe la créature de plein fouet. Tian esquisse un sourire, mais le monstre reste indemne. Elle réalise qu'elle n'a même pas laissé une égratignure. Yurian fait remarquer que le monstre est coriace, tandis que Tian le supplie de la sortir de là. Il la regarde, confus. Il demande si l'air se rafraîchit et la prévient que l'atterrissage pourrait faire un peu mal. Il explique qu'il sait seulement comment la lancer en l'air car il n'a pas encore appris à faire atterrir quelque chose en toute sécurité. Avec un sourire, il dit que c'est toujours mieux que de mourir. Puis, il la projette vers le haut. Il déclare que même si elle a été rejetée ou ignorée, son heure de gloire viendra. Alors qu'elle vole, Tian le remercie de lui avoir donné du courage. Le monstre attaque, et elle espère que Yurian a réussi à s'éloigner. Le coup arrive vite. Distance. Elle touche le sol. Yurian la tient dans ses bras et déclare que son heure de gloire est déjà passée. Il dit au monstre que le type avec des lunettes s'est enfui pour éviter les ennuis. Il conclut que grâce à cela, il a pu sauver cet enfant. Il se tourne vers le monstre et dit qu'il attaque d'abord la créature, déclarant qu'il va récupérer les objets. Le coup frappe l'ours magique en plein cœur. Yurian se demande s'il devrait préparer une farce pour le retour du type aux lunettes, se demandant où il est allé. Caché, Richel observe la scène. Dans un flashback, un étudiant interroge un autre groupe sur ce qu'ils font. Le groupe de roturiers lance un regard noir au noble. Chris, accompagné de la princesse et d'Ella, déclare que les épées et les bâtons ne devraient être levés que contre les monstres. Un roturier interpelle une fille du groupe, lui proposant de l'aider à réussir l'examen. Chris demande comment il ferait cela, puisque seul le directeur a le pouvoir de faire réussir ou échouer un étudiant. Le jeune homme révèle qu'il prévoit de faire échouer les nobles pour réussir à leur place, mais il se fait gronder pour avoir révélé le plan. Chris réalise que la classe inférieure s'est unie, et l'étudiant crie que c'est la faute des nobles de vouloir que tout le monde échoue ensemble. Il répète l'invitation à la fille et nargue le groupe, demandant s'ils pensent vraiment pouvoir le battre avec elle de leur côté.
Le chef des roturiers répond que ce ne seront pas eux qui le vaincront, tandis que son compagnon l'avertit de ne rien révéler d'autre. Ignorant l'avertissement, il crie que les monstres le feront, car ils utilisent l'ours pour éliminer les nobles. Chris déclare qu'il comprend la situation. Il commente qu'il avait remarqué l'augmentation du nombre de participants de la classe inférieure et en conclut que ce doit en être la raison. La princesse en déduit qu'il savait que l'ours est rendu furieux par l'odeur. En tant que membre de la famille royale, elle déplore la situation. Elle déclare qu'il est honteux pour les futurs protecteurs des citoyens d'utiliser des monstres pour une chose pareille. Elle appelle Ricky et lui ordonne de capturer tout le monde vivant. Elle affirme que la famille royale enquêtera pour savoir qui a manipulé les preuves et exploité les caractéristiques du monstre pour mettre en danger leur père. Ricky s'avance, l'épée à la main. Il se prépare à attaquer. Il déchaîne une attaque contre les étudiants roturiers. Le coup frappe les jeunes hommes. Ricky les regarde fixement. Un des étudiants essaie de parler. Puis, il crie à tout le monde de l'asperger. Le liquide est projeté vers Ricky. Le liquide s'arrête en plein vol, flottant autour de lui. Un roturier demande ce qui se passe. Il réalise que le sang s'arrête avant d'atteindre sa cible. La princesse tend la main et leur ordonne à tous de se rendre. Elle déclare que leur plan a échoué. Elle observe la scène et déclare qu'elle n'a pas besoin d'intervenir. Le chef des roturiers regarde le résultat. Il crie que c'est leur seule chance et qu'il n'y en aura pas d'autre. Son compagnon l'avertit que s'ils se font attraper, tout sera perdu. Malgré tout, il tire son épée et ordonne à tout le monde de ne pas abandonner. Les autres étudiants se préparent à se battre. La princesse est touchée et se demande jusqu'où ils iront. 4 ours monstrueux sortent de la forêt. Ella se tourne vers les créatures. Elle note qu'il y a maintenant 4 monstres. Elle se demande si des enfants comme eux ont la moindre chance contre ces bêtes. Un roturier crie qu'ils ne se laisseront pas attraper facilement, mais Ricky murmure simplement le mot « vent ». Il utilise la magie pour ériger une barrière entre les étudiants et les monstres. Les garçons de la classe inférieure lèvent les yeux. Ella les avertit de ne pas se blesser simplement parce que leur plan a échoué. Ricky déclare qu'eux aussi sont des citoyens de ce royaume. Le chef des roturiers apparaît attaché à un arbre. Ricky s'approche et commente qu'il se souvient maintenant que la sœur du gars était dans le groupe. L'étudiante attachée sourit et demande si c'est pour ça. Il réalise alors que le frère et la sœur étaient tous les deux là. Il crie que leurs jeunes frères et sœurs ne sont plus là et ne valaient rien comparé à eux deux. Il continue en disant que les ours ont déjà dû attaquer. Avec de la chance, peut-être que l'un d'eux se bat encore. La princesse ordonne à Ricky de partir à leur poursuite immédiatement, car il pourrait y avoir encore une piste. Ella essaie de le suivre, mais la princesse l'arrête et lui dit de rester. Elle se tourne vers elle et lui demande pourquoi. Elle crie que son jeune frère est là-bas aussi. La princesse dit qu'elle comprend ce que c'est d'entendre que quelque chose comme ça a pu arriver à sa propre famille, mais elle déclare que la fille ne ferait que gêner. L'étudiant capturé explique que si tout s'est passé comme il l'a dit, la scène de l'incide serait un bain de sang. Les monstres, attirés par l'odeur du sang, se rassembleraient, rendant impossible de savoir combien il y en aurait. La princesse commente que Ricky a la compétence pour tous les vaincre, mais se battre tout en la protégeant serait difficile même pour lui. Elle demande alors à Ella de lui faire confiance et d'attendre là, à ses côtés. Ella serre plus fort son épée et murmure le nom de Yurian. Ailleurs dans la forêt, Ricky court à toute vitesse à travers les arbres. Il trouve Tian allongé sur le sol. Il sent une présence approcher. Il saute en arrière, esquivant une attaque d'une silhouette casquée. L'inconnu se demande pourquoi ce n'est pas le type avec des lunettes. Ricky remarque la broche noire de l'attaquant et réalise que quelqu'un d'autre était là. Tian reste immobile sur le sol. Il se tourne vers l'ennemi. Il se demande comment il ose, et se jette sur lui pour l'attaquer. Ricky se demande comment son attaque a été bloquée. L'homme casqué commande qu'une attaque surprise est un peu dangereuse. Il lui demande s'il pensait s'en tirer indemne après avoir attaqué sa jeune sœur. Le jeune homme casqué se demande s'il est censé être la jeune sœur. Il demande à Ricky de se calmer et d'écouter, disant qu'il comprend le malentendu. Ricky murmure simplement le mot « vent ». L'homme casqué regarde la magie prendre forme. Une rafale de vent est projetée sur lui. Le jeune homme commente que c'était dangereux et que ça a failli casser son casque. Il regarde Ricky créer un bouclier de vent autour de Tian. Ricky se retourne et le traite de paysan. Le jeune homme casqué le remercie, disant qu'il ne croit pas que Ricky fasse partie des survivants. En reconnaissance du fait qu'il a esquivé ses attaques 2 fois, Ricky décide de se présenter. Il révèle que son nom est Ricky, le fils aîné de la famille vicomte qui sert l'esprit du vent. L'autre jeune homme se présente comme étant Yuri Singung. Ricky répète le nom Yuri Singung, et comme il a prétendu ne pas être un survivant, il dit qu'il va poser une question. Il demande si le jeune homme sait qui a laissé sa sœur dans cet état. Yuri Singung se tourne et l'interroge sur sa sœur. Une image de Yurian tenant une adolescente inconsciente apparaît. Yuri Singung se désigne et demande « Moi ?» Il admet qu'il l'a assommé, mais Ricky l'interrompt. Il déclare que cette fois, il va d'abord briser ce casque. Yuri Singung commente que dissiper les malentendus n'est pas facile. Il dit qu'il doit bientôt aller chercher quelque chose. Il fonce en avant à grande vitesse, déclarant qu'ils parleront plus calmement la prochaine fois. Ricky observe sa vitesse. Il en déduit que, d'après sa façon de bouger, il est au moins un chevalier de niveau intermédiaire. Malgré tout,
il parvient à l'intercepter, disant qu'il a déjà lu ses mouvements. Il prépare son attaque. Il déclare que son épée est plus rapide. Il frappe, croyant avoir touché son adversaire. Il réalise qu'il a manqué son attaque. Il se retourne et remarque que son adversaire a disparu. Il regarde autour de lui, le cherchant. Il lève les yeux. Yuri Sengun apparaît par derrière et le plaque au sol. Le jeune homme casqué demande si c'était son image rémanente. Peu après, il est annoncé que le 29e examen d'entrée est terminé. Un homme rapporte qu'il y a eu un incident malheureux, mais que la princesse a appréhendé les coupables, et que l'équipe d'enquête royale s'occupe de l'affaire. Dans une salle de réunion, le directeur félicite les instructeurs pour leur dur labeur, mais l'un d'eux n'est pas d'accord sur la qualité des étudiants. Il prétend que cette année était un désastre parce que les roturiers et la classe inférieure étaient tous agités. G.I. le gronde, disant que l'Académie royale de magie ne tient pas compte du statut social. Mais il crie que c'est un mensonge et que l'Académie existe pour remplir les devoirs d'un noble. Une autre instructrice lui demande de ne pas utiliser le nom de son père en parlant de l'Académie, mais la discussion est interrompue. Le directeur ordonne à l'homme de leur expliquer le reste. L'homme rapporte que 29 personnes ont réussi et que les 10 premiers sont. Les candidats se pressent autour de la liste des résultats pour vérifier leur classement. La princesse Suruti est annoncée à la première place. Riki, en deuxième place, trouve Uraes. L'absence de Sung Gang est étrange, car il ne croit pas qu'il ait pu échouer. Jade fête sa troisième place, disant que sa mère sera heureuse. Les sœurs, Sia et Mu, en quatrième et cinquième position, parlent des critères d'évaluation personnelle. Elle a fait sa sixième place et se demande où est Urian. Chris, septième, accuse la fille de la classe inférieure d'avoir triché pour le battre. Rezo, qui a terminé huitième, est agacé. Il a même passé l'examen et menace de frapper quelqu'un. En neuvième place, Ina est excitée par la présence de la princesse et rêve de devenir son amie. Goliath, dixième, décide d'éviter le gars aux cheveux longs à cause de sa personnalité. Tina est soulagée de voir qu'elle a réussi à la 24e place. Elle est fière de la deuxième place de son frère, puis cherche le nom de Urian. Urian esquisse un léger sourire. Puis, il commence à transpirer, réalisant que la situation est mauvaise. Il découvre qu'il a échoué. Il se demande s'il a été trop détendu pendant les épreuves, car il était sûr d'avoir obtenu l'objet. Elle accourt vers lui, disant qu'elle a entendu parler du piège, mais elle est heureuse de voir qu'il va bien. Elle dit qu'elle voulait le rejoindre tout de suite, mais Urian la rassure et s'excuse de l'avoir inquiété. Il la félicite pour sa 6e place et commente les avantages d'être dans le top 10. Ella le remercie, dit que c'était de la chance, et espère avoir la même chance l'année prochaine. Urian est confus et répète ces mots. L'année prochaine? Elle annonce qu'elle ne s'inscrira pas et suggère qu'ils entrent ensemble l'année prochaine. Il lui rappelle que leur objectif était d'entrer à l'académie ensemble. Chris apparaît en riant et dit que c'est génial, qu'ils peuvent échouer ensemble. Il continue de rire. Ella et Urian le regardent fixement. Le gars aux cheveux blonds vénitiens les observe. Peu après, il se remet à ricaner. Urian se demande s'il devrait le frapper. Dans la salle de réunion, G.I. frappe la table et crie qu'elle ne peut pas accepter ses résultats. Mage commente alors qu'il pense que les résultats étaient conformes aux attentes, mais elle précise qu'elle ne parle pas du top 10, mais du fait que le candidat Urian n'a pas réussi. L'assistant explique que bien que Urian soit le frère d'Ella et ait rapporté l'objet, il semble qu'il ne l'ait pas obtenu seul. Garyombi ajoute alors que comparé à sa sœur, sa maîtrise de l'épée est faible. G.I. insiste, affirmant que le candidat Urian possède un immense talent. Chris continue de rire de l'échec de Urian. Il se met à danser en criant qu'il a échoué. Les moqueries continuent avec d'autres pas de danse. Urian se contente de le regarder avec un sourire. Soudain, un assistant entre en courant dans le hall et annonce une déclaration d'urgence. Il les informe qu'un candidat de plus sera admis, en plus des 29 autres étudiants. Le nom de l'étudiant accepté dans la spécialisation magique est Urian. Les autres candidats réagissent avec choc à l'admission spéciale d'un roturier. Ella le félicite en disant qu'ils peuvent s'inscrire ensemble, mais Euron ne comprend toujours pas la situation. Dans la salle de réunion, G.I. a soutenu qu'elle ne pouvait pas comprendre le refus, affirmant que Euron a un potentiel immense. Elle explique que non seulement il avait assez de puissance magique pour endommager l'appareil de mesure, mais qu'il a aussi réussi à contenir instantanément sa force pour éviter un accident majeur, faisant preuve d'un contrôle méticuleux. G.I. conclut en disant que laisser partir quelqu'un comme lui serait une perte immense pour le royaume. Mage rétorque qu'il aurait été vaincu par le monstre ours Kétion s'il n'avait pas été sauvé, car il manque d'expérience. Mais elle réplique que l'école est précisément l'endroit où acquérir cette expérience et qu'il pourrait surpasser les meilleurs étudiants. Mage se demande si un roturier mérite vraiment d'intégrer l'école. G.I. répond que celui qui ne mérite pas d'être là, c'est lui, un professeur qui pratique une discrimination flagrante envers un étudiant. Mage déclare alors que l'école de magie existe pour former des guerriers talentueux et que le statut n'a pas d'importance. Il ajoute qu'il fait confiance au professeur G.I., l'une des rares mages héroïques du pays. Vu les éloges qu'elle fait de l'étudiant, ce serait stupide de gâcher son talent. Usant de son autorité de directeur, il accepte Urian comme étudiant en admission spéciale dans le cursus de magie.
Mais il impose une condition. Si Urian ne produit pas les résultats attendus, il sera immédiatement renvoyé. De retour dans le hall, Urian murmure le nom de Yuri Singong. Il place une main sur sa propre tête, estimant la taille de celui qui l'a sauvé. Soudain, il réalise de qui il s'agit. Il se souvient du test du monstre ours, quand la silhouette masquée portait Tiens. Ses yeux s'écarquillent face à sa découverte. Tiens, de loin, regarde dans leur direction. Urian se tourne vers un mannequin d'entraînement et le renverse d'un coup d'épée en bois. Taïen l'observe de loin, pensant qu'il est impossible que cette personne soit seulement ça. Ella demande ce que c'était, mais Urian dit qu'il ne sait pas. Le lendemain, la nouvelle se répand que les 10 meilleurs étudiants et l'étudiant en admission spéciale sont dans la classe avancée. Devant la salle de classe, Ella dit qu'elle est nerveuse, et Urian lui dit de se détendre. Quand ils ouvrent la porte, ils découvrent un grand amphithéâtre déjà rempli d'étudiants. L'étudiante classée première, la princesse Saruti, est assise à côté du deuxième, Riki. Pendant ce temps, Sia, classée quatrième, montre quelque chose à Mu, la cinquième. Jade, le troisième, a l'air surpris, et Ina, la neuvième, admire la princesse de loin. Ella, classée sixième, demande où il devrait s'asseoir, tandis que Urian a l'impression d'être de retour à l'école primaire. Il se demande à quoi ressemble l'éducation dans un monde de magie, supposant qu'elle est moins développée que dans sa vie antérieure. Soudain, Réseau, le huitième, apparaît derrière eux et leur ordonne de dégager le passage. Ella accepte et s'écarte pendant que Urian se demande s'il est la brute de l'école. Chris se lève et interpelle Réseau qui se retourne pour lui faire face. L'étudiant classé septième lui demande s'il vient d'arriver. Réseau répond simplement « Et alors ?» Chris le gronde, lui demandant comment il a pu arriver après le roturier alors qu'il devrait montrer l'exemple. Réseau répète agressivement « Et alors ?» Chris s'incline et l'informe qu'il est classé septième, tandis que Réseau est huitième. Avec un sourire, il lui dit de ne plus être en retard à partir de maintenant. Réseau le regarde fixement en silence. Il demande si Chris sous-entend qu'il est plus fort juste à cause d'une petite différence de classement. Il s'approche et déclare qu'un test comme celui-là n'est pas suffisant pour le juger. Avant de lui demander s'il le défie, Ella murmure qu'ils se battent, mais Urian l'invite à s'asseoir aux places vides. Goliath commente la dispute, et Ina se contente de les regarder. Jade observe la scène depuis le premier rang. En s'asseyant, Ella commente qu'elle ne s'est jamais assise sur une chaise aussi moelleuse, et Urian est d'accord. Jade se retourne et se présente. Ella dit aussi son nom, mais il répond qu'ils n'ont pas besoin de formalité dans la même classe. Il dit à Urian que c'est incroyable pour un roturier d'entrer dans la classe avancée, et que c'est un honneur d'être avec lui. Il propose de mettre le statut de côté et d'être amis, et Urian accepte. Il demande s'il est Urian, le jeune frère d'Ella, et le garçon confirme, précisant qu'ils ne sont pas frères et sœurs de sang. L'information surprend Jade. Il loue l'excellente maîtrise de l'épée d'Ella, déclarant qu'elle est un modèle parfait et qu'elle mérite d'être dans la classe avancée. Il dit qu'il a hâte de voir de quoi Urian est capable et espère qu'il prouvera sa valeur. Urian le regarde avec un sourire subtil. Soudain, une dispute éclate entre d'autres étudiants dans la salle. La cloche de l'école sonne, marquant la fin des activités. Alors qu'il traverse la cour, Ella commente qu'il n'y avait pas grand-chose à faire le premier jour. Elle dit que les vrais cours commenceront demain. Elle se tourne vers Urian et dit qu'ils sont enfin à l'école de magie. Elle suggère qu'ils s'amusent jusqu'à l'arrivée de leurs autres frères et sœurs, et il est d'accord. De loin, deux étudiants plus âgés les observent, surpris qu'ils soient réellement des roturiers. L'un d'eux commente que le niveau de l'école a baissé au point d'autoriser des roturiers dans la classe avancée, chose impensable à son époque. Urian remarque que les deux garçons sont des étudiants de deuxième année. Ils s'approchent et exigent d'être salués correctement. Urian et Ella les saluent respectueusement. Le plus fort leur ordonne alors d'enlever leurs uniformes. Il prétend qu'il est inacceptable qu'un roturier porte le même uniforme qu'un noble, laissant Ella confuse face à cette exigence. L'étudiant plus âgé attrape Urian par le gilet et lui dit d'obéir. Il lance un regard furieux au garçon. Puis, il retire de force le gilet de Urian, mais il peut à peine le tenir, se plaignant qu'il est trop lourd. Urian se contente de sourire et l'appelle Saint Bénime. L'étudiant plus âgé se retourne et réalise que le garçon s'est déjà éloigné. Soudain, Jade apparaît et déclare que l'école n'est pas un lieu de discrimination sociale. Alors que Ella place le gilet sur la tête de Urian, il commente que la situation est amusante. Jade s'avance en disant que les actions de l'étudiant plus âgé déshonorent l'école. L'autre étudiant plus âgé le gronde pour la façon dont il s'adresse à un aîné. Ella réagit et frappe l'étudiant plus âgé et plus fort. Il crie qu'elle devrait respecter ses aînés. Jade crie son nom. Puis elle commence à tomber lentement. Urian observe la scène, paralysé. Fixant l'agresseur, ses yeux se remplissent de rage. Assise dans le bureau du directeur, Eon, l'héroïne résidente, attend en silence. Mage la remercie de prendre en charge la classe avancée, mais elle rétorque qu'elle a seulement accepté parce qu'elle n'avait rien de mieux à faire. Avec sa franchise habituelle, elle commente qu'il devrait se réjouir un peu. Mage souligne que la classe de cette année sera l'une des plus importantes de l'histoire de l'école. Curieuse, Eon demande ce qu'il veut dire et s'il parle des frères et sœurs. Confirmant, Mage rappelle que malgré l'opposition des nobles,
ils ont été admis comme étudiants spéciaux dans la classe avancée. Il continue, affirmant qu'il comprend la mission de la sœur, qui a instinctivement infusé du mana dans son épée bien qu'elle soit une roturière. Ewon convient que Ella est incroyable et qu'elle aurait eu une place garantie si elle était née noble. Mais elle souligne que l'on ne peut pas en dire autant de son frère. Mage se souvient de l'insistance de Gei sur le grand talent du garçon, qui, contrairement à sa sœur, n'a rien prouvé. Ewon conclut que même ainsi, il a reçu le titre spécial en raison de l'importance mentionnée par Mage. Mage lui demande si elle pense que le système actuel de l'école fonctionne comme il le devrait. Il explique que l'endroit devrait cultiver le talent sans distinction de statut, mais il est devenu un tremplin pour les nobles, condamnant le royaume à l'échec. Ewon répond qu'elle n'a été entraînée que pour se battre, mais qu'elle fait entièrement confiance à son jugement. Se retournant, Mage revient sur le sujet de la grande importance qu'il a mentionné plus tôt. Montrant la fenêtre, il dit que les frères et sœurs se font harceler dehors et qu'il faut les arrêter. Yeon lui dit de se calmer, suggérant qu'il se contente d'observer pour l'instant. D'un œil vif, elle déclare être curieuse de comprendre cette importance. Dans la cour, un étudiant plus âgé exige le respect et assène un coup de poing solide à Ella. Jade crie le nom de la fille. Ella s'effondre sous l'impact du coup. Euron observe toute la scène avec un regard fixe. Jade prend une position de combat et ordonne à Euron d'emmener Ella à l'infirmerie. Il jure de traîner les agresseurs au bureau des affaires étudiantes. Un étudiant plus âgé proteste, lui rappelant qu'ils sont en deuxième année. L'agresseur remarque soudain un bouton dans sa main, ne comprenant pas comment Urian s'est échappé. Il réalise qu'il n'a même pas desserré sa prise, et pourtant Urian tient déjà Ella dans ses bras. Le cœur battant, Urian revoit le moment où l'étudiant plus âgé a frappé sa sœur. Il se souvient aussi du point infusé de mana qu'il a frappé de plein fouet. Avec Ella en sécurité dans ses bras, il fait face à l'étudiant plus âgé sans hésitation. Jade saisit le poignet de l'agresseur, qui panique et tente de se libérer. Surpris par la force de quelqu'un de plus petit, l'agresseur peine à se dégager, mais Jade a aussi du mal à le maintenir. Serrant les dents, l'étudiant plus âgé tente de résister. Il crie à Nigel d'utiliser la magie. Nigel sort sa baguette pour restaurer la dignité de son aîné, mais Jade lui dit d'attendre. Se faisant sermonner par Euron pour avoir utilisé la magie dans l'école, le garçon se fait dire de reculer. Jade est stupéfait de le voir encore là alors que Euron active une compétence pour guérir Ella. L'assurant qu'il s'est déjà occupé d'elle, il prévient qu'il gérera le reste. Paralysé, Jade reste debout, sa baguette à la main. Depuis la fenêtre, Mage et Euron observent tout en silence. Ella se réveille et Euron lui demande si ça va, lui disant de ne pas forcer. Se levant, il annonce qu'il va leur montrer la première méthode qu'il a créée pour cacher son pouvoir. Une confusion soudaine envahit Urian. Il voit Jade et les deux étudiants plus âgés danser ensemble. S'adressant au directeur, Ewon rompt le silence. Elle demande s'il a fait d'Urian un étudiant spécial en connaissant déjà ses capacités. Dans la cour, Ella demande à Euron ce qui se passe. Jade s'approche, voulant savoir comment Ella a pu être complètement guérie. Euron l'assure qu'il l'a juste soignée, et Jade répète le mot « guérison » avec incrédulité. Une vignette sur le bon sens de ce monde apparaît. Elle explique que la magie de guérison est utilisée pour soigner les blessures, mais que le processus prend généralement de 5 à 15 minutes, selon la compétence de l'utilisateur. Les présentateurs concluent en disant de ne pas faire de choses folles comme la guérison instantanée. Finalement, Urian comprend que ce monde ne connaît pas la guérison instantanée. Jade commente que c'est digne d'un étudiant en admission spéciale, regrettant de ne pas avoir réussi à impressionner Ella. De retour dans le bureau du directeur, Ewon se lasse et annonce que ça suffit. Elle apparaît au milieu de l'agitation et déclare que les bagarres entre étudiants sont strictement interdites. Urian et Ella se retournent, réalisant qu'il était observé. Avec une expression sérieuse, Ewon leur fait face. Elle commente qu'il y a beaucoup d'étudiants intéressants cette année. Elle dit à tout le monde de partir et promet de faire comme si elle n'avait rien vu, puisque c'est la cérémonie d'entrée. L'étudiant plus âgé s'excuse, la remercie, mais jure tout de même de se venger du première année. Plus tard au dortoir, Euron s'enthousiasme en découvrant qu'il aura une chambre privée et un lit. Il dit à Ella que le dortoir est incroyable et se met à rire. Son rire continue, elle l'appelle par son nom. L'air surprise, Ella admet qu'elle ne savait pas qu'il était assez talentueux pour une guérison instantanée complète. Ne réalisant pas que c'était un exploit aussi incroyable, Euron admet qu'il n'en avait aucune idée non plus. Ella déclare qu'avec son talent, il sera recruté dans un endroit extraordinaire après son diplôme, et elle sent qu'ils finiront par s'éloigner. L'appelant par son nom, il essaie d'attirer son attention. Son regard ferme croise le sien. Ella déclare qu'elle n'a pas l'intention de perdre contre lui. Après tout, elle sera à ses côtés et fait aussi partie de la classe avancée. Elle suggère qu'ils se soutiennent jusqu'à la fin, et Euron accepte d'un signe de tête. Le lendemain, une professeure salue la classe et se présente comme la responsable de la classe avancée. Ewon annonce qu'elle espère bien s'entendre avec tout le monde. Ina et Goliath réagissent avec surprise, réalisant que le héros Réside sera le professeur de la classe avancée. En chuchotant, elle a dit que la personne dit est leur professeur, tandis que Urian demande ce que signifie héros Réside. Ewon leur demande s'il apprécie les chambres privées exclusives à la classe avancée.
Elle explique que les étudiants ordinaires sans mérite ne reçoivent pas de tels privilèges. La professeure ajoute que la nourriture, les uniformes et les installations font partie des avantages d'être ici. S'ils restent dans la classe avancée jusqu'à l'obtention de leur diplôme, ils vivront enviés des autres. Mais elle prévient que le système scolaire inclut la rétrogradation. Iwon précise que même s'ils sont entrés grâce au test, de mauvaises notes entraîneront leur renvoi dans la classe commune. Elle révèle ensuite que le nombre d'étudiants diplômés de la classe avancée l'année dernière était de 0. Yurian esquisse un sourire, déclarant que tout cela l'excite vraiment. Avec un morceau de craie à la main, Yeon annonce le début du cours. En regardant le tableau, Yurian est surpris par ce qu'elle écrit. Avec un sourire nerveux, il pense qu'il a peut-être pris un trop bon départ. Dans la classe avancée, l'évaluation est absolue. Cela signifie que le nombre d'étudiants change chaque année. Contrairement aux étudiants ordinaires, les membres de cette classe reçoivent un soutien considérable. Une carrière réussie leur est pratiquement garantie dès l'obtention de leur diplôme. Mais si leur note chute, ils sont immédiatement rétrogradés dans la classe ordinaire, et tout leur honneur disparaît. L'année dernière, pas un seul étudiant n'a réussi à être diplômé de la classe d'honneur. Reste à savoir si Yurian, notre protagoniste, parviendra à obtenir son diplôme. S'approchant du tableau noir, l'instructrice GI annonce que c'est leur premier cours. Yurian réagit à ce qui est écrit au tableau. Chris fixe également le tableau, essayant de confirmer si ce sont bien des mathématiques. L'instructrice l'observe en silence. Il demande la permission de poser une question, et GI et Y autorisent. Le jeune noble veut savoir pourquoi ils doivent étudier les maths dans une académie de magie alors qu'il veut apprendre la magie. L'instructrice lui retourne alors la question, lui demandant pourquoi il veut utiliser la magie. Selon Chris, son but est de devenir un puissant sorcier et d'aider le royaume, mais GI affirme qu'on n'a pas besoin de mana pour devenir fort. La connaissance du monde est ce qui compte vraiment, selon elle. GI fait remarquer que la connaissance permet de surpasser ses capacités innées. Yurian remet cela en question. Pour le démontrer, GI allume une flamme au bout de son doigt et demande comment la faire grandir. Chris répond qu'il suffit d'injecter plus de mana. Agrandissant le feu, GI confirme que sa réponse est correcte. Elle explique que normalement, le feu serait renforcé avec plus de mana, et Chris réagit avec satisfaction. Mais GI demande ce qu'il faut faire si on ne peut pas injecter plus de mana et regarde la fille aux cheveux attachés. Ella suggère d'utiliser des sorts de soutien d'autres sorciers, mais GI rejette l'idée. La flamme se déplace vers le lustre tandis que GI commente qu'il existe un meilleur moyen d'amplifier le feu sans mana. De son autre main, elle lance un sort. Elle révèle que le vent est le meilleur moyen. Une énorme tornade de feu prend forme, laissant les étudiants sans voix. Elle note que lorsque le feu rencontre le vent, il croît de façon exponentielle. Yurian ajoute que c'est une réaction de combustion. GI fait face à la classe et déclare que c'est cela, la connaissance, et la raison pour laquelle ils ne devraient pas se concentrer uniquement sur l'augmentation de leur mana. Elle annonce qu'ils doivent acquérir des connaissances et propose de commencer par un simple test. Un silence complet emplit la pièce. Tout le monde se concentre sur le test, écrivant avec leurs plumes. L'instructrice arrête l'examen et commence à vérifier les réponses. Elle les informe que 3 étudiants ont tout juste. Chris réagit, ayant deviné 2 questions. La première à avoir un score parfait est la princesse Saruti. Ella se réjouit de son résultat. Ensuite, l'instructrice annonce Réseau comme deuxième nom, surprenant Chris. Tian remarque la sueur sur son front et lui pose une question directe. Elle veut savoir si Chris n'a pas obtenu un score parfait. Elle lui rappelle son statut de noble et sa bonne performance à l'examen d'entrée. Elle souligne que les classements changent tous les mois, mais dit qu'elle ne s'en soucie pas beaucoup. Elle veut juste qu'il réussisse à partir de demain. Chris reste sans voix face à son commentaire. GI fait monter le suspense pour le dernier étudiant avec un score parfait. Le nom est révélé, Yurian. La princesse Saruti, Sia et Riki réagissent avec surprise, et Chris est stupéfait de voir le roturier au sommet. Ella s'excite en entendant son nom. Un léger sourire apparaît sur le visage de Yurian. Il révèle que dans sa vie antérieure, il était un lycéen en Corée du Sud qui luttait contre le système d'éducation privée compétitif. Il affirme qu'il peut résoudre ce genre de problème dans sa tête sans le moindre effort. Il est certain d'être le meilleur étudiant de cette académie. Assis à côté de lui, Goliath commente que son résultat est impressionnant. Le jeune noble déclare qu'il ne perdra pas contre Yurian. Mettant fin au test simple, GI promet de faire un cadeau à tout le monde. Elle tient un petit insigne dans sa main, puis elle lance plusieurs insignes vers les étudiants. Les emblèmes de la classe avancée flottent jusqu'à chacun d'eux, et l'instructrice leur dit de les épingler sur leur gilet. Avec ceci, ils ont désormais accès à tout, y compris au repas de la plus haute qualité préparé exclusivement pour la classe avancée. S'approchant d'Ella, Euron pointe du doigt et dit que c'est de la viande. Goûtant un morceau, Ella commente que la viande fond dans sa bouche et déclare que la classe avancée est vraiment la meilleure. Elle dit à Euron qu'elle veut rester dans la classe d'honneur pour toujours, et il répond qu'ils le peuvent s'ils réussissent bien. Yurian affirme qu'ils doivent travailler dur pour maintenir de bonnes notes. GI demande s'ils ont apprécié le repas et annonce le début du cours de chasse aux monstres. Elle explique que contrairement au test du matin, ce cours aura un impact sur leurs notes et, dans le pire des cas,
pourrait entraîner une rétrogradation. Euron prévient Ella de l'impact du cours sur leurs notes, et elle garantit qu'elle prendra la première place. Mais l'instructrice leur rappelle qu'ils ne sont que des étudiants de première année et trop jeunes pour chasser les monstres seuls. Ji révèle qu'elle a fait appel à des élèves plus âgés pour un cours de chasse commun. 2 élèves plus âgés arrivent, et Nigel commente que ses adorables premières années lui ont manqué. Yurian note que leur travail d'équipe sera évalué, suggérant qu'ils devraient bien s'entendre. L'élève plus âgé blond s'approche et renforce l'idée que le travail d'équipe est crucial pour le test. Il menace que s'ils signalent la moindre désobéissance, leurs notes chuteront. Il dit qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur, mais que les élèves plus âgés peuvent être des anges ou des démons selon leur attitude. Goliath se tourne vers Ella et Euron, s'excuse et leur recommande de coopérer pour le moment. Il déclare que même si c'est injuste, il doit rester dans la classe avancée à tout prix. Goliath serre le poing, déterminé. Ella est d'accord qu'ils doivent aussi rester, mais Euron hésite. Ils se demandent s'ils obtiendront une bonne évaluation juste en obéissant pendant que les élèves plus âgés rigolent. Analysant les deux, Yurian décide qu'il ne peut pas les laisser compromettre sa note. Une idée lui vient. Il s'approche et les appelle respectueusement seniors, laissant Nigel et l'autre surpris. Il leur propose de faire un pari. L'élève plus âgé se met en colère, demandant comment un roturier ose proposer une telle chose et ce qu'un première année pourrait bien faire, mais Yurian leur assure qu'ils montreront de quoi ils sont capables sur le champ. Le senior blond accepte le défi sans hésitation. Il pousse du pied un tonneau plein d'armes vers les premières années. Nigel leur ordonne de prendre des épées et des bâtons. Les seniors étant déjà armés, il propose un combat d'entraînement, promettant de les reconnaître s'ils gagnent. Un autre senior les avertit de ne pas se blesser car son épée est réelle. Il poursuit en disant que les professeurs ne sauront pas si une blessure vient d'un monstre ou d'un humain, et Euron s'interroge sur la nature du combat. Le garçon demande s'ils veulent vraiment se battre avec de vraies épées. Nigel leur dit simplement de ne pas avoir si peur. Les 3 premières années les remercient pour l'opportunité, et Goliath se réjouit de pouvoir rester dans la classe avancée. Ella demande à Yurian quelle épée elle devrait choisir, et il lui dit d'en prendre une au hasard pendant que les seniors regardent. Le senior épéiste dit à Nigel de ne pas y aller doucement, et il est d'accord. Avançant soudainement, le senior attaque Ella, qui bloque fermement le coup. Surpris, le senior recule, sentant la force de son blocage. Il réalise que la roturière a infusé sa lame de mana. Ella se souvient d'une confrontation passée. À cette occasion, elle n'a pas pu se protéger ni protéger Yurian. Son manque de sang-froid lui a coûté cher, mais maintenant elle ne baissera pas sa garde. Appelant Nigel, le seigneur demande un sort de protection. Nigel conjure une armure magique autour de son compagnon. Goliath s'élance vers l'avant. Il court droit sur Nigel, qui prépare un sort puissant. Une énergie intense se manifeste dans la main de Goliath. Le bâton de Nigel est arraché de sa main. Confus, il se demande ce qui est arrivé à son bâton. Goliath manie maintenant une épée ténébreuse. Il déclare que s'occuper du sorcier en premier est la règle de base. Le seigneur épéiste se prépare à agir. Il charge Yurian en disant qu'ils vont aussi vaincre le sorcier de leur côté, mais il a garanti que cela n'arrivera pas. L'homme continue sa charge vers le garçon. Yurian reste immobile, attendant l'attaque. Un léger sourire apparaît sur son visage. Le seigneur arrête son mouvement, sentant une présence émerger autour du garçon. Il regarde la scène, incapable de comprendre ce dont il est témoin. Et là sent le danger approcher. Derrière Euron, un monstre émerge des ombres. La créature attaque avec ses griffes, et elle crie le nom du garçon. Elle le pousse, encaissant le coup à sa place. Euron la voit avec le dos marqué par les griffes. Goliath crie le nom d'Ella. Il invoque son épée démoniaque avec rage. La lame prend sa deuxième forme, l'hélice, et Goliath bondit pour attaquer. Le coup en hélice frappe le monstre de plein fouet. La créature tombe lourdement, tuée. Le seigneur se jette au sol alors que le corps du monstre s'écrase à côté de lui. Il réalise que la créature a été vaincue d'un seul coup mais se souvient que la fille a été blessée. Yurian demande à Ella si elle va bien, et elle répond qu'elle ne sent aucune douleur car ses blessures se referment. Le seigneur est stupéfait de voir la guérison instantanée et complète. En regardant les 3 premières années interagir, il se demande si c'est vraiment la classe avancée. La frustration s'empare du seigneur. Il les informe alors que les premières années ont réussi et qu'il ne fera pas de rapport négatif. Malgré tout, il refuse de reconnaître Yurian. Nigel commente que le physique de Goliath est impressionnant, mais attribue l'exploit à un simple sort de protection. Les 2 seigneurs leur crient de ne pas prendre la grosse tête, affirmant qu'ils n'auraient rien pu faire seuls. Euron admet que leur argument est logique. Le cours devait initialement avoir lieu dans une cabane dans la forêt. Assise dans une pièce, l'instructrice Ji révèle que ce n'était pas censé être un cours commun. Un instructeur mentionne que l'activité a changé soudainement, et son collègue explique que comme c'est la première fois pour Ji, elle ne sait peut-être pas que cela arrive parfois. Ji se demande s'ils ont vraiment le droit d'agir ainsi pendant les cours. L'instructeur lui demande de faire confiance aux excellents étudiants de 2e année, disant que même les professeurs ont besoin d'une pause. Un simple cours de théorie s'est transformé en une chasse aux monstres. Les 2 instructeurs essaient de cacher leur embarras tout en gérant la situation. Ji demande si ses élèves ne finiront pas blessés, puisque les meilleurs de 2e année sont là.
L'instructeur l'assure que non, et lui et son collègue rient de la situation. Mais l'intention derrière leurs actions était évidente. Elle réfléchit à ce qu'elle devrait faire d'eux pour avoir provoqué ses premiers élèves. Elle ne sait pas si elle doit louer leur courage ou agir autrement. Une pression croissante emplit la pièce, rendant les deux instructeurs tendus. G.I. prend une gorgée de sa boisson et décide d'attendre. Après tout, ce sont des étudiants de la classe avancée. Ailleurs, quelqu'un demande à Jade s'il appartient à la famille qui manie l'épée démoniaque. Le Seigneur demande à Goliath s'il s'est assuré que le frère et la sœur roturier n'étaient pas présents, et le garçon confirme qu'il n'a amené que Jade. Jade fait face au Seigneur qui l'ont soudainement convoqué à cet endroit. Le jeune homme loue le bon travail qu'ils ont fait. L'étudiant le mieux classé de la classe avancée de deuxième année, Leral, propose de donner quelques conseils à Jade. Le groupe de deuxième année est connu comme elle entre du diable à cause de la personne classée numéro 1. Lors de la cérémonie d'entrée de l'année dernière, Leral a exigé que tout le monde lui obéisse. Certains nobles ont osé le questionner, mais il y avait 10 étudiants dans la classe avancée de l'année précédente. Cela a duré jusqu'à ce qu'ils battent les 9 autres dans une confrontation décisive. Les 3 qui ont cédé sont restés dans la classe avancée, tandis que les 6 qui ont résisté ont été renvoyés. Actuellement, il ne reste que 4 étudiants dans la classe avancée de deuxième année, et une hiérarchie stricte règne parmi eux. Goliath se demande pourquoi tout le monde de la classe avancée de deuxième année est rassemblé là. Leral dit à Jade qu'il avait entendu des histoires sur sa famille avant sa venue. Il commente le déclin de la lignée de l'épée démoniaque, affirmant que le garçon porte une grande mission entre de si petites mains. Il lui rappelle que s'il n'est pas diplômé de la classe avancée, sa famille s'effondrera. Dans un souvenir, le père de Jade demande ce qu'est un outil magique. Il montre son irritation de voir des gens incapables de manier des épées démoniaques, utilisant des épées de mana comme si elles étaient banales. Il explique à son fils qu'avec la popularisation des outils magiques dans le royaume, leur famille, les gardiens des épées démoniaques, a commencé à décliner. Assis à table, le père appelle son fils d'une voix ferme. Dans le souvenir, l'homme tend la main vers lui. Il dit qu'il doit être diplômé de la classe avancée, peu importe le coût, pour prouver que la lignée de l'épée démoniaque est toujours vivante. Il l'avertit que s'il échoue, sa mère, ses frères et sœurs, et lui-même feront face à une ruine complète. De retour au présent, Leral déclare qu'il permettra à Jade d'être diplômé de la classe avancée. Le garçon le fixe, s'interrogeant sur l'offre. Leral révèle que la classe est observée par des gens si puissants qu'il serait impossible de mesurer leur force. Il explique qu'ils ont reçu une mission et que s'ils la remplissent, leur diplôme de la classe avancée sera garanti. Jade est stupéfait de réaliser que pour ces gens, l'obtention du diplôme est une chose insignifiante. Leral confirme cela et lui ordonne d'aller voir le frère et la sœur roturier et de faire ce qu'on lui dit. Il prétend que comparé à l'obtention du diplôme de la classe avancée, c'est beaucoup plus simple. Il ajoute qu'il aide parce que la famille de Jade traverse des moments difficiles, et que c'est sa chance d'être un vrai fils. De retour avec le groupe, Ella lui demande s'il va bien et s'il a eu des ennuis. Yurian mentionne qu'il était inquiet parce qu'il a mis si longtemps, et Ella demande où sont les aînés. Jade craint qu'il ne parle au professeur de l'échec du travail d'équipe et une énergie se forme dans sa main. Euron remarque le changement dans les yeux de Jade. Il crie le nom d'Ella en voyant le garçon lever l'épée sombre derrière elle. Une énergie sombre jaillit de la lame et enveloppe le frère et la sœur. Euron fait remarquer que c'est une plaisanterie trop cruelle. Goliath observe et les avertit de faire attention à Jade. Il explique qu'une énergie à haute tension circule entre les épées et qu'il sera difficile de guérir s'ils sont touchés. Yurian demande s'il a fait tout ça avec l'épée démoniaque et le qualifie de doué. Jade s'excuse et leur demande de rester comme ça pour le moment. Il révèle que l'aîné lui a dit que lui seul pouvait monopoliser les points. Il déclare qu'il doit rester dans la classe avancée et que des roturiers comme eux peuvent abandonner sans problème. Mais il promet de les libérer à la fin du cours et s'excuse auprès d'eux. Leral apparaît dans la forêt, perplexe face aux actions de Jade. Il trouve le garçon effondré au sol et dit qu'il lui a ordonné de neutraliser le frère et la sœur roturier. Il lui demande s'il essaie de désobéir aux ordres de ses supérieurs. Jade lève son visage blessé. Assis sur un rocher, Leral lui ordonne de poursuivre le frère et la sœur et de suivre ses ordres. Jade fait remarquer qu'il semble que les hautes sphères n'acceptent pas que des roturiers étudient la magie. Leral révèle que la mission qu'ils ont reçue est de renvoyer les étudiants roturiers de la classe. Pour ce faire, les autres professeurs ont été rassemblés en un seul endroit. Il déclare que la mission doit être accomplie. Il lui rappelle de ne pas décevoir les hautes sphères et dit que c'est sa chance de sauver sa famille et d'être un bon fils. Leral fixe le garçon, blessé au sol. Il dit qu'il ne comprend pas ses actions et lui rappelle qu'il doit être diplômé de la classe avancée. Il demande pourquoi il en ferait autant pour 2 pauvres roturiers, mais Jade le corrige. Il déclare qu'ils sont Ella et Euron. L'aîné rétorque que cela ne fait qu'1 jour ou 2 qu'ils ont été admis, pas assez de temps pour former des liens. Jade serre le poing sur le sol et dit qu'il ne fait pas ça par affinité. Il affirme que le talent d'Ella pour l'épée mérite d'être dans cette classe, et que bien que Euron soit faible et ait des difficultés avec la magie, il est intelligent et deviendra un adulte capable de mener le royaume à la prospérité. Ses capacités de guérison sont également remarquables, et à l'avenir, il sera reconnu et guérira de nombreux malades du royaume. Jade déclare qu'ils ont tous les deux un avenir,
qu'ils apporteront une lumière plus éclatante que n'importe quel noble qui ne juge que par le statut. Le Râle répète les mots « un avenir plus éclatant » et admet qu'il a peut-être raison. Il s'approche de Jade et déclare qu'il ne reste que le désespoir pour sa famille. Interférer avec les ordres d'un noble de haut rang serait un crime qui pourrait accélérer encore plus la chute de sa famille. Il mentionne ses jeunes frères et sœurs, naïfs et innocents, qui ne connaissent rien du monde. Dans un souvenir, Cédé Azélrin le félicite d'être entré dans la classe avancée. Jade les serre dans ses bras et confirme que la nouvelle est merveilleuse. Ses frères et sœurs demandent si leur père pourra sourire à nouveau à partir de maintenant, et si leur famille sera de nouveau heureuse, laissant Jade sans voix. Il reste silencieux face à leurs questions. Puis, Jade les serre de nouveau dans ses bras et leur demande de croire en lui. Il promet d'être diplômé de la classe avancée en pensant à ses frères et sœurs et à son père. De retour au présent, le Râle dit qu'il n'est pas trop tard et tend la main à Jade. Il lui demande ce qu'il y a de si mal à privilégier sa famille au détriment de l'avenir du royaume, et ce que ses innocents frères et sœurs ont fait pour mériter la ruine. Le Râle déclare que peu importe sa résistance, le frère et la sœur roturiers seront renvoyés aujourd'hui car il n'y a pas de professeur pour les sauver. Il tend la main et exige que Jade se ressaisisse et accomplisse la mission, l'assurant qu'il ne le déteste pas. Il propose qu'ils vivent ensemble la vie de nobles prospères. Jade refuse et repousse sa main. Il lui dit de reculer, déclarant qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Il déclare qu'il protégera à la fois ses amis et sa famille. Le Râle observe en silence. Il prévient que Jade le regrettera, et le garçon se prépare à combattre. Le Râle et les étudiants de deuxième année de la classe avancée arrivent pour affronter Euron et Ella. Jade se tient devant eux, déterminé à les protéger. Il se prépare à affronter le Râle, qui admet que son adversaire est plus fort que ce à quoi il s'attendait. Jade charge en avant, refusant de les laisser gagner. Sa défaite mettrait Ella et Euron en danger. Le Râle révèle une petite dague, affirmant qu'il le frappera 10 fois avant de vaincre le frère et la sœur. Jade s'interroge sur l'utilité d'une dague aussi courte. Il s'élance alors à grande vitesse, mais son corps se fige en plein mouvement. Saisissant l'opportunité, le Râle le frappe avec précision. Alors que Jade sent l'impact, son adversaire commente qu'il a déjà utilisé des épées longues mais qu'il préfère les dagues. Il aime voir ses adversaires de près. Jade tombe au sol, et le Râle l'informe froidement qu'il reste 9 coups. Un de ses compagnons célèbre l'activation de la compétence de scellement de mouvement, tandis qu'un autre admet que c'est toujours terrifiant. Nigel explique qu'ils ont aussi eu du mal au début, mais que le Râle ne se bat pas vraiment. Il lance simplement un assaut unilatéral. Le Râle regarde sa lame et prévient qu'il attaquera à nouveau dans 10 secondes. Le compte à rebours commence avec Jade toujours au sol, mais il se relève, brandissant son épée démoniaque, se ressaisissant alors que le décompte continue. Utilisant la 4e forme de l'épée, il crée un fouet d'énergie et s'en prend à son ennemi. Le Râle lève la main à la dernière seconde pour bloquer le coup, se défendant avec succès. Cependant, le corps de Jade se fige à nouveau. Le Râle apparaît derrière lui et le frappe dans le dos. Le coup est puissant, et l'attaquant remarque que les réactions de Jade sont intéressantes. Il le projette ensuite au sol et lance un autre compte à rebours. Il reste debout, regardant les secondes s'écouler. Au dernier moment, Jade active la 3e forme de l'épée, créant de multiples lances qui fusent vers son ennemi. Les lances frappent le Râle de plein fouet. Ses compagnons sont impressionnés. Ils remarquent que la classe avancée de cette année est extraordinaire pour que Jade puisse créer autant de lances même en étant désavantagé. Jade s'appuie au sol d'une main, haletant, tandis qu'une des lances transperce la main de le Râle. Même après avoir été touché, le Râle l'attaque à nouveau par derrière. Un autre compte à rebours commence. Le combat se déroule près de la cachette des Hurons où il observe en silence. Il dit à Ella que ce qu'ils ont entendu sur les scores doit être un mensonge. Inquiète, elle craint que les aînés ne menacent à nouveau Jade et se demande s'il survivra. Euron essaie de calmer Ella, disant que ça ira si ce ne sont que ces deux-là. Pourtant, il admet avoir un mauvais pressentiment. Dans la clairière, Jade est à genoux, épuisé. Un des aînés lui marche sur la tête mais se retire rapidement, effrayé. Le Râle le gronde, lui disant de partir s'il compte hésiter. Ils sont ici pour gagner à tout prix. Le gars s'excuse et recule rapidement. Le Râle se tourne vers Jade et lui demande s'il est encore debout. Il déclare froidement que toutes les tentatives pour l'arrêter ont été inutiles, et que maintenant, il va vaincre le frère et la sœur. Il dit que ses actions étaient vaines et n'ont fait que condamner sa famille à la ruine. S'approchant, le Râle s'accroupit et remet en question ses choix, lui demandant pourquoi il est dans cet état. Il insiste, demandant de savoir pourquoi sa famille doit chuter et pourquoi il ne se relève pas. Il propose qu'il vainque les roturiers ensemble, l'assurant qu'il peut encore les sauver. Jade révèle alors que le verrouillage de mouvement dure 5 secondes avec un temps de recharge de 10 secondes. Le Râle le foudroie du regard, agacé, et demande quelle différence cela fait. Sans attendre de réponse, il le frappe à nouveau, exigeant de savoir quelle différence cela fait. Jade se relève du sol tandis que l'autre le regarde avec fureur. Le Râle retire le fragment de lance de sa main et demande pourquoi il continue de résister. Il lui rappelle qu'il doit être diplômé de la classe avancée et demande s'il se fiche de la ruine de sa propre famille. Mais Jade reste immobile, écoutant son ennemi se demander pourquoi il se donne tant de mal pour de simples roturiers.
Avec un léger sourire, il demande pourquoi le RAL ne se soumet pas tout simplement. Il répète la question, demandant pourquoi il agit de cette manière pour des gens ordinaires. Puis il se relève avec effort et demande si le RAL a de vrais amis. Il déclare qu'il ne peut même pas décrire à quel point il est pathétique. Les yeux de l'Oral se remplissent de fureur. Il se jette en avant, essayant de frapper Jade une fois de plus. Le coup est porté avec force, mais quelque chose l'arrête en plein élan. Sa dague est projetée en l'air par une attaque soudaine. Jade s'agenouille, observant avec surprise. Jade demande à Euron ce qu'il voulait dire en parlant de monopoliser les scores. Euron le guérit complètement et l'avertit de ne plus frimer. Jade prononce son nom, toujours abasourdi. Les autres étudiants sont choqués par la guérison instantanée, confirmant que les rumeurs étaient vraies. Le RAL reste silencieux alors que Euron s'approche des aînés. D'un regard ferme, il les prévient qu'ils ne partiront pas indemnes, surtout celui à l'air sinistre. Il leur ordonne de se préparer. Le RAL lui adresse un sourire menaçant. Il ramasse sa dague tombée et le traite d'imbécile insolent. Il charge en criant qu'il va l'écraser pour s'être trop approché, mais Euron reste immobile, attendant l'attaque. Il fait face à l'avancée de l'ennemi avec un sourire confiant. Il crée une sphère d'énergie dans sa paume. Utilisant la deuxième forme de l'épée démoniaque, il porte un coup direct à l'Oral. L'Oral remarque que Jade a déjà récupéré son énergie, reconnaissant la guérison instantanée et complète. Il réagit au coup qu'il vient de recevoir. Jade s'approche et demande à Urian pourquoi il est venu. Il continue en disant que Urian aurait dû savoir à quel point cet endroit était dangereux. Urian fait remarquer que Jade était gravement blessé. Jade est confus, car il pensait l'avoir guéri, et demande s'il a manqué quelque chose. Urian le rassure, confirmant que sa guérison était parfaite et que sa grande sœur va bien aussi. Il explique qu'il protégeait l'équipe de la princesse, et Jade demande pourquoi elle est ici. Jade dit que c'est un soulagement. Le RAL les interrompt, demandant de quoi il chuchote et se plaignant de se sentir mis à l'écart. Jade est surpris par l'aveu de solitude de l'Oral, tandis que Urian trouve le commentaire curieux. Il sent le mana de l'Oral déborder d'intentions meurtrières. Jade prévient Euron de se préparer à fuir. Euron remarque que cet homme est bien plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Bien qu'ils viennent d'arriver, l'Oral demande qui a dit qu'il les laisserait s'échapper. Jade remarque que l'Oral utilise à nouveau la capacité qui restreint leur mouvement. Il se demande lequel d'entre eux est vraiment immobilisé. L'Oral charge en avant avec une dague, et Jade se demande quelle cible il vise. Il réagit à la vitesse de son adversaire et invoque l'épée démoniaque. Il utilise alors la 8e forme pour forger un bouclier et bloquer l'attaque. Jade déclare qu'il était prévisible que l'Oral bloquerait son mouvement. L'Oral l'insulte. Urian demande si l'on peut même appeler ça une épée, trouvant la situation pratique, tandis que Jade réalise que la paralysie visait à le forcer à protéger Urian. L'Oral lui demande s'il a prédit l'attaque puisqu'il a créé le bouclier avant que son corps ne s'arrête. Il attrape Jade et commande ses tortillements et sa résistance. Urian maudit son rival, le traitant de laid. Il prévient que si l'Oral montre à nouveau son visage, il le tuera avant même qu'il ne s'en rende compte. L'Oral réagit à la menace et demande ce que cela est censé signifier. Il se demande pourquoi il a peur. Urian active sa capacité de guérison sur Jade, qui demande pourquoi l'Oral a cessé d'attaquer. Jade se lève et déclare que c'est leur chance de vaincre l'ennemi. L'Oral perd patience et crie sur le groupe. Il dit qu'il en a assez et donne à ses alliés 10 minutes pour tous les vaincre. 3 étudiants apparaissent derrière lui. Il célèbre les ordres, disant qu'il attendait cela. Jade admet qu'il avait oublié qu'il était là. L'Oral se moque, disant qu'il doute qu'il puisse lui échapper, sans parler de toute la classe avancée de 2e année qui apparaît maintenant. Jade réagit à la nouvelle menace. Il se demande ce qu'il peut faire dans cette situation. Il se dit d'arrêter les pensées inutiles car rien ne changera s'il se contente de se recroqueviller. Il se concentre sur la recherche d'un moyen de s'échapper. Il serre le poing, se forçant à penser clairement. Il est déterminé à trouver une solution, mais Urian l'interrompt, déclarant qu'il en a assez fait. Puis, Urian touche l'épaule de Jade. Jade réagit avec confusion. Urian le rattrape alors qu'il s'évanouit et lui demande s'il va bien. Un étudiant se moque, disant qu'au final, Jade s'est juste évanoui de peur. Urian lui dit de lui laisser le reste et de dormir un peu. Ailleurs, une épée est plantée dans le sol, et quelqu'un commande qu'ils sont en retard. Ricky, classé 2e de la classe avancée, demande s'ils ne vont pas chercher leur coéquipier. À proximité, et la confie à la princesse qu'elle trouve aussi la situation étrange. Elle explique que Urian a promis de revenir tout de suite et se demande si quelque chose ne va pas. La princesse Saruti, classée 1re, est d'accord et suggère d'aller le chercher. Un étudiant remarque qu'ils ont fui immédiatement. L'Oral leur ordonne alors de les trouver et de les tuer, car aucun témoin ne doit rester en vie. Il se plaint que le type s'est enfui en portant quelqu'un sur son dos. L'Oral s'arrête en sentant une présence approcher. Il s'adresse à la silhouette casquée et lui demande qui c'est. Un étudiant exige qu'il s'écarte du chemin, lui rappelant qu'ils sont en mission pour leur supérieur. Yuri Singun remarque que cela fait un moment depuis son dernier entraînement. Il en profite pour s'étirer et espère que personne ne mourra trop facilement. L'Oral demande une dernière fois qui il est. La silhouette casquée s'identifie comme Yuri, l'épéiste de génie. L'Oral leur ordonne d'attaquer pendant qu'il est immobile, et 3 étudiants chargent en avant.
Un sourire se dessine sur le visage de l'Eural. Le premier était Shinkan, un symbole de force capable de briser des rochers à main nue. Le deuxième était Hilo, un garçon étrange qui prenait plaisir à tuer. Et la troisième était Kelly, la plus faible du groupe mais connue pour accomplir n'importe quelle mission qui lui était confiée. L'Eural déclare qu'ils sont tous d'excellents subordonnés et promet que l'étranger devant eux sera abattu lentement. Il demande si c'est tout ce que l'adversaire peut faire. Soudain, les corps de ses alliés sont projetés violemment en arrière. L'Eural se retourne, confus. Les trois subordonnés sont maintenant coincés la tête en bas dans les troncs d'arbres. L'Eural observe la scène en silence. Yuri Sung-gung déclare que la capacité de restriction ne fonctionne pas sur lui et dit à l'Eural d'arrêter avec ses ruses mesquines. L'Eural répète les mots « ruse mesquine » avec mépris. Yuri le gronde, lui disant d'écouter quand quelqu'un parle. L'Eural charge avec une dague, mais son attaque est facilement bloquée. Yuri déclare que ça ne marcherait pas. Il demande ensuite si c'est la seule chose que l'Eural sait faire. L'Eural le fusille du regard en silence, agacé. L'Eural déchaîne une rafale de coups, mais Yuri se défend contre chaque attaque. Il crie alors pour demander quel est le problème et affirme que son adversaire ne peut pas gagner en se contentant de bloquer. Yuri reste en posture défensive. La dague de l'Eural se brise dans sa main. L'Eural fixe la dague brisée pendant que Yuri lui demande s'il est l'étudiant de deuxième année le mieux classé. Il exprime alors sa déception, disant qu'il ne s'échauffera même pas si c'est tout ce que l'Eural peut faire. L'Eural le fusille du regard. Un sourire se dessine sur son visage. Il révèle que cela fait 4 ans qu'il n'a pas utilisé d'épée longue. L'Eural charge pour attaquer, et Yuri dit qu'il a hâte de voir ça. Il se rapproche à grande vitesse. Yuri demande s'il essaie encore la même chose. Il demande alors pourquoi Yuri penserait que sa capacité se limite à restreindre le mouvement. Révélant la raison pour laquelle il est le numéro 1, l'Eural courbe sa lame et frappe l'épaule de Yuri. Yuri observe la marque sur son épaule. La raison est que personne ne peut suivre sa vitesse. L'année dernière, il était responsable de l'affaire d'agression lors de la cérémonie d'entrée de la classe avancée, mais le conseil d'administration de l'Académie royale de magie a annoncé qu'il est essentiel au succès du royaume. L'Eural lui demande alors comment il ose penser pouvoir égaler sa vitesse. Il déclare que la vitesse, c'est le pouvoir. Yuri commente qu'il a un corps robuste car il prévoyait de neutraliser son bras gauche, mais il n'a réussi qu'à laisser une marque, puis il montre la marque elle-même. Il déclare alors que ce n'est pas sa marque. L'Eural baisse les yeux, confus de voir une grande marque sur sa propre poitrine. Il réalise alors la situation. L'Eural réagit à l'impact du coup. Yuri trouve la situation fastidieuse alors que l'Eural tombe à genoux. L'Eural prétend alors que l'avenir du royaume dépend de son talent. Yuri rétorque, disant que c'est une belle parole venant de quelqu'un qui vient de tenter un acte si dangereux. Il reste ensuite silencieux. Un souvenir montre l'Eural traînant un jeune Jade à travers la forêt. Il se tient ensuite au-dessus du garçon tombé, tenant une dague. Jade apparaît, tombé et battu sur le sol. De retour au présent, Yuri l'interpelle. Il s'approche et l'avertit qu'il ne le laissera pas s'en tirer si facilement. L'Eural demande alors qui il est. Yuri lève son épée et lui dit adieu. Au loin, la princesse Saruti s'interroge sur une énergie sombre tandis que Riki réagit. Riki prononce alors le nom de Yura Sangon. Il le reconnaît comme le principal coupable de l'affaire de l'examen d'entrée et prépare un sort de vent. La princesse dit à Ella qu'elles doivent bouger aussi. Riki se précipite à travers la forêt à grande vitesse. Il reste concentré sur le chemin devant lui. Arrivant sur les lieux, il confirme que l'étudiant de deuxième année le mieux classé, Yuri, se tient au-dessus du corps de l'Eural. Riki s'avance et interpelle Yuri Sung-gung, mais la silhouette casquée lui demande de l'appeler simplement Euru. Riki l'interroge, demandant si l'Eural, le meilleur des deuxièmes années, n'était pas non plus assez bon pour lui. Il demande alors pourquoi Urus n'essaie pas d'éliminer les étudiants, et il répond qu'il n'a éliminé personne. Riki lui demande s'il ne compte pas dire la vérité, mais il abandonne et serre la garde de son arme. Il se prépare alors à attaquer, déclarant qu'il le forcera à avouer. Euru demande simplement s'il est plus fort que l'Eural. Riki l'avertit qu'il le regrettera s'il pense qu'il est le même qu'avant, car cette fois, il utilisera le pouvoir de Wai, le grand esprit du vent. La silhouette casquée s'interroge alors sur le grand esprit. Ersha explique alors qu'il peut devenir n'importe quoi, d'un roi démon à un roi des bêtes dragons. Euru note alors que, comme prévu, il existe d'autres races que les humains. Riki invoque le nom de Wai, le grand esprit du vent, et lui demande de le renforcer. Euru trouve ça plutôt cool et se demande s'il devrait aussi préparer une compétence d'éveil. Riki concentre sa puissance dans son regard. Il déchaîne alors 1000 épées de vent sur Euru. Riki termine le mouvement de son attaque. La rafale frappe Euru de plein fouet. Il commente alors que c'était plutôt rafraîchissant. L'énergie de l'attaque se dissipe. Euru serre alors la garde de sa propre épée. D'un seul coup, il repousse les lames restantes. Il se demande alors si cela va fonctionner. L'arme de Riki commence à être enveloppée par une énergie. Il voit le bref moment où son adversaire baisse sa garde comme une occasion en or. Riki se prépare alors à mettre fin au combat d'un seul coup, mais Euru regarde l'attaque approcher et dit que c'est plutôt bien. Il pose ensuite une question sur les 2 lettres que son adversaire est sur le point de voir. Riki se prépare à donner la réponse. Euru apparaît derrière lui et frappe,
révélant que la réponse est image rémanente. Il le gronde, se plaignant que Horus est encore faufilé derrière lui. Horus remarque alors que, même ainsi, il est meilleur que le reste des étudiants de deuxième année. Une annonce les informe que le cours commun des classes d'honneur de première année avec les aînés a été annulé. La raison était que Eurysu, le suspect dans l'incide avec les nobles, est apparu et a de nouveau confronté les étudiants. Gi marche alors avec détermination dans un couloir. Le directeur mage l'appelle par son nom, Iwon. Elle lui demande s'il a reçu un rapport. Il confirme en disant qu'il a entendu parler de l'incide pendant que les autres professeurs la cherchaient. Gi explique qu'on l'a empêché de se rendre sur les lieux, et le directeur commande qu'il ne la pensait pas du genre à se retenir. Elle révèle alors qu'elle est restée sur place exprès car elle n'aurait jamais imaginé que ses élèves seraient affectés. Gi pense que cela a été fait par quelqu'un de haut placé, capable de manipuler directement les professeurs. Le directeur mage est d'accord, déclarant qu'il pense aussi que le coupable est un noble de haut rang. Elle le fixe alors sérieusement. Une image de sa salle de classe endommagée lui traverse l'esprit. Au milieu des décombres, elle s'adresse au directeur. Puis elle dit qu'elle espère qu'il n'est pas impliqué dans cet incident. Mage l'appelle par son nom, Eon. Il déclare que la situation est inquiétante et pas seulement pour elle. Gi dit qu'elle est aussi furieuse que les étudiants aient été affectés. Il jure qu'il n'est pas impliqué et révèle qu'il interroge les professeurs qui l'ont retenu, car il pense qu'ils suivaient des ordres. Elle lui demande alors d'enquêter sur les étudiants d'honneur de deuxième année, car ce sont eux qui ont confronté ses élèves. Le directeur l'informe qu'ils se remettent de la confrontation avec Eurysu et que l'enquête commencera sous peu. Gi se demande alors si Eurysu pourrait être un espion envoyé par l'Empire. Mage répond que ce n'est pas encore confirmé, mais qu'ils doivent le découvrir bientôt. Il conclut que cette personne est une entité dangereuse qui pourrait se cacher dans l'école, préparant ses plans en secret. Urian se délecte de 2 gros morceaux de viande. Ella s'exclame que la nourriture est délicieuse et offre une friandise à Urian, qui se régale également de viande. Il se demande alors si cela le fera prendre du retard dans la classe d'honneur, même s'il prévoit une autre leçon dangereuse. Chris remet en question leur attitude, mais Rizzo le gronde avec irritation. Chris le met au défi de régler ça dans une confrontation directe, mais Rizzo répond qu'il regrettera ce défi. Ina et Goliath commentent qu'ils ont également été affectés par le coupable, mais semblaient aller bien grâce à leur guérison instantanée. Sia commente alors qu'elle est envieuse de cela. Mou réagit soudainement. Sia demande alors ce qui ne va pas. Jade s'approche en appelant Ella et Urian. Il dit qu'il est heureux qu'ils soient tous les deux en sécurité, et Urian demande si Jade va bien. Jade confirme qu'il s'est évanoui soudainement mais qu'il va bien car cela arrive de temps en temps. Ella dit alors à Jade qu'il a essayé de se mettre en danger pour les protéger. Elle lui demande alors de ne plus essayer de faire les choses seul à partir de maintenant, afin qu'ils puissent surmonter cela ensemble. Jade demande à Ella s'ils sont de précieux amis, et elle réagit à la question. Il est content de l'idée, mais Urian commente que grande sœur passe en premier, suivi du menu du déjeuner, et seulement ensuite Jade. Jade se souhaite alors bonne chance. Dans le cours commun avec les aînés qui auraient pu mener à une rétrogradation, tous les étudiants de première année Sen sont sortis sains et saufs. Urian Sen est également sorti indemne dans la classe d'honneur. Après quelques mois de paix, le directeur mage annonce que l'étudiant en magie spéciale, Urian, sera expulsé s'il échoue à l'examen. Urian confirme que c'est vrai, ce qui le met en danger d'expulsion. À l'origine, lors de l'inscription en tant qu'étudiant en magie spéciale, il y avait une condition d'expulsion pour les mauvaises notes. Mais le directeur pense qu'il réussira facilement cet examen aussi, et Urian est d'accord. Le directeur s'éclaircit alors la gorge et poursuit l'explication. Cette session est l'examen de mi-session de l'École royale de magie, un test de chasse aux monstres pour la classe d'honneur. Chacun entrera dans sa forêt d'examen respective, et la réussite nécessite de collecter 20 points. Rizzo s'interroge sur les 20 points, pensant que cela semble compliqué, tandis que Chris le réprimande pour sa façon de parler. Le directeur mage loue la question de l'étudiant Rizzo. Il révèle alors des informations cruciales, expliquant que les monstres de type bête comme les loups, les ours et les tigres sont de niveau 1. Il continue en expliquant que les monstres de type armes comme les épées, les arcs et les haches sont de niveau 2. Quant aux monstres de type catastrophe naturelle, tels que les typhons et les tremblements de terre, ils sont classés au niveau 3. Puis il révèle que les monstres de type maladie, qui causent diverses affections, sont de niveau 4. Et enfin, il mentionne qu'il n'y a qu'un seul monstre de niveau 5 dans le monde. Le directeur précise alors que plus la force d'un monstre augmente, plus le danger qu'il représente pour les humains est grand. Urian trouve l'explication intéressante, concluant que les monstres sont des adversaires de l'humanité. Rizzo l'interrompt alors et l'interroge à nouveau sur le système des 20 points. Mage loue à nouveau la bonne question de l'étudiant Rizzo. Il explique alors que les monstres de niveau 1 valent 2 points, et les monstres de niveau 2 valent 5 points. Goliath comprend qu'il leur suffit de chasser et de rassembler 20 points, se demandant si une explication supplémentaire est nécessaire. Puis le directeur les informe que la période de test est de 5 jours et qu'il s'agit d'une compétition individuelle. Urian calcule qu'il devra chasser 4 monstres de niveau 2 pour réussir sans révéler sa force. Move demande au directeur combien de points valent les monstres de niveau 3.
Le directeur commente que parmi les étudiants de première année, elle est la troisième à poser cette question. Il répond que les monstres de niveau 3 valent 20 points, mais les avertit de se retirer immédiatement s'il en rencontre un. Rachel déclare qu'un monstre de niveau 3 ne peut en aucun cas être vaincu par un étudiant. Le professeur G.A.B le rassure alors qu'ils s'occuperont de tous les monstres de niveau 3 dans cet examen. G.I. déclare que personne ne pourra interférer cette fois, que ce soit les monstres ou l'adversaire, Yurisu. En tant que garde exclusive de la classe d'honneur, elle déclare qu'elle s'en chargera personnellement. Yurian trouve la surveillance accrue pendant les examens de mi-session assez intéressante. La question demeure de savoir si Yurian peut réussir l'examen de mi-session en toute sécurité sans révéler sa force. Le directeur annonce le test de chasse aux monstres, expliquant qu'un niveau 1 vaut 2 points et un niveau 2 vaut 5 points. Yurian comprend que bien que le test soit facile, il a besoin d'un total de 20 points pour réussir. Il s'avère que de nombreux yeux observent ce test, et surtout ceux de l'instructrice G.I. Chris s'approche et demande à Yurian s'il savait que le test est une compétition individuelle. Il le nargue alors, se demandant comment quelqu'un qui ne peut que guérir pourrait bien rassembler 20 points seul. Ella le défend et lui assure qu'elle l'aidera d'une manière ou d'une autre, mais Yurian se contente de la remercier. Il répond alors qu'il préfère en fait que ce soit ainsi. Le professeur Garriam s'approche du directeur. Il l'informe qu'il a déjà envoyé les étudiants à leurs emplacements désignés. Mage le félicite, tandis qu'une enseignante utilise une sphère de cristal pour observer les étudiants. La sphère commence alors à se connecter au lieu de l'examen. L'image de la princesse Saruti apparaît clairement sur l'appareil magique. L'enseignante annonce que la connexion est complète, et le directeur semble satisfait. Puis il prend l'une des sphères et se demande qui sera le premier à réussir le test. Un professeur estime que, naturellement, la princesse serait la première à réussir étant donné son talent inhabituel pour son âge. Mais G.A.B mentionne Ricky, déclarant que cet étudiant semble également exceptionnel. Un autre professeur commente que tous les étudiants de première année sont excellents, mais demande ensuite des nouvelles de l'étudiant en magie spéciale. Un instructeur doute que le roturier soit le premier, pensant qu'il ne sera même pas capable de réussir le test seul. L'enseignante s'inquiète, disant qu'il est hors de question qu'il soit expulsé et que Yurian doit absolument rester à l'école. G.I., cependant, déclare qu'elle n'a pas encore vu sa guérison complète instantanée. Elle conclut alors qu'ils devront observer pour savoir s'il réussira le test ou non. Dans la forêt, Yurian demande à ne pas être observé. Il remarque alors un œil flottant dans le ciel qui l'observe. Yurian sait qu'il sera expulsé s'il n'obtient pas 20 points et a besoin d'un moyen de réussir sans révéler ses pouvoirs, mais il se demande quelle est la limite de force. Il se souvient alors que la guérison complète instantanée est une technique incroyable dans ce monde. Yurian se demande alors si la limite de force ne s'applique qu'à la puissance d'attaque. Un rat géant apparaît derrière lui alors qu'il est distrait. Il se retourne, commente que la créature a une apparence effrayante. Le monstre géant essaie d'attaquer Euron. Il regarde alors l'œil flottant qui l'observe. Avec son bâton, il crée un grand tourbillon d'eau. Un professeur est ravi, s'exclamant que c'est un flux d'eau fantastique. Un des instructeurs est surpris qu'un étudiant utilise l'appareil magique qu'il a créé de cette manière. G.I. commente qu'il avait un excellent pouvoir magique, mais elle ajoute que sa force est insuffisante, et la créature reste debout. Yurian le nargue alors, disant qu'il ressemble à un rat mouillé. Rat. Il note que, comme prévu, à ce niveau, il n'y a aucune douleur dans son cœur. Un souvenir émerge du moment où son cœur a réagi immédiatement. À l'époque, il essayait d'utiliser une puissance plusieurs fois supérieure, ce qui signifie qu'un certain degré de puissance ne causera pas la mort s'il est découvert. Le rat géant se divise alors en deux. Yurian se retrouve maintenant entouré de 3 monstres identiques. Il se demande alors quel serait exactement le degré de puissance critique. Un monstre squelettique apparaît derrière l'un des rats. Yurian observe attentivement la créature. Un monstre en forme d'épée se révèle alors. La créature avance à grande vitesse, puis attaque le rat géant avec de multiples coups. Yurian esquive les attaques qui viennent vers lui. L'épée achève les monstres restants. Les professeurs observent la scène à travers les sphères de cristal. Une fois la fumée dissipée, le champ de bataille redevient silencieux. Puis, il utilise sa capacité pour récupérer. Un professeur célèbre la récupération instantanée tandis qu'un instructeur est surpris qu'il n'y ait aucun dégât. Yurian commente alors qu'un monstre de niveau 2 comme celui-là valait 5 points. Il se demande ensuite si Ella récolte bien ses points. Jade avertit Ella de faire attention aux monstres devant eux. La créature se révèle être un monstre de niveau 2. Jade suggère alors qu'il s'en occupe rapidement pour retrouver Yurian. Ella commente qu'il pourrait avoir des ennuis alors que le monstre à la hache prépare une attaque. Jade et elle observent la créature approcher. Il s'élance pour intercepter le coup du monstre avec sa propre technique. Ensuite, il tente de retenir l'attaque qui approche. Jade réagit à la puissance de la créature. Ella le rejoint pour l'aider à bloquer le coup. Ensemble, ils unissent leurs forces pour résister à l'attaque. Jade peine à maintenir sa défense, mais la force de l'impact les projette en arrière. Jade remercie alors Ella, et elle dit qu'elle a réussi à arrêter l'attaque grâce à lui, son précieux ami. Il réagit à ce commentaire tandis que Ella mentionne que ses mains sont encore engourdies.
Elle réalise qu'un monstre de niveau 2 est bien plus fort et craint que Urian ne soit gravement blessé. Ella montre alors sa détermination. Elle déclare qu'ils doivent se dépêcher, s'occuper du monstre et retrouver Urian. Jade approuve alors le plan. Ella est d'accord, et Jade commente qu'il sera difficile pour ce gars de récolter des points tout seul. Ils viennent de combattre un monstre de niveau 2. Cela les a rendus plus confiants, car l'ennemi était fort mais pas invincible. Mais maintenant, le duo lève les yeux, surpris. Une grande tempête commence à se former dans le ciel. Puis, un monstre de niveau 3, un ouragan, apparaît devant eux. Dans la salle de surveillance, les professeurs observent la progression de l'examen. L'une de leurs sphères de cristal montre Urien seul dans la forêt. Les instructeurs continuent de surveiller les étudiants à travers les dispositifs magiques. Soudain, l'une des sphères de cristal commence à se fissurer. Le professeur qui la tient réagit, demandant ce que c'est. Le directeur, Mage, est informé concernant les zones A2, B3 et C1. Un instructeur est surpris d'apprendre qu'un total de 3 monstres de niveau 3 ont été aperçus. Mage déclare alors que c'est étrange. C'était la forêt désignée pour les étudiants de première année, où seuls des monstres de niveau 1 et 2 étaient censés apparaître. Face à cet événement inhabituel, il appelle Garyombi, Jerry et Awon. Il leur ordonne ensuite de se rendre aux endroits où les monstres de niveau 3 ont été repérés. Mage déclare qu'ils doivent protéger les étudiants, l'avenir du royaume, à tout prix. Dans la forêt, le monstre ouragan se manifeste. Elle lève les yeux, se demandant ce qui se passe. Elle se demande ensuite ce qu'est exactement ce monstre de niveau 3. Il se demande par où commencer et comment attaquer cette chose. J'écris alors à Ella de se concentrer. Il l'avertit que les professeurs arriveront bientôt et qu'elle ne doit pas se faire toucher d'ici là. Ella accepte alors le plan. Ses pensées se tournent vers Urian, et elle se demande s'il va bien. Soudain, le corps d'Ella commence à flotter dans les airs. Jade tend la main, lui criant de l'attraper. Leurs mains se frôlent en plein air. Il l'attrape et l'avertit de ne pas lâcher, quoi qu'il arrive. Jade utilise sa capacité pour essayer d'atterrir en toute sécurité sur le sol. Soudain, Jade sent le danger approcher. Il crie d'esquiver alors que le monstre lance une attaque. Le coup les frappe tous les deux, les projetant au loin. Allongée sur l'herbe, Jade demande à Ella si elle va bien et elle confirme. Jade se redresse en regardant vers le haut. Il réalise que c'est une crise après l'autre avec les deux monstres bloquant leur chemin. Jade et Ella se préparent pour la bataille à venir. Il concentre alors son énergie pendant qu'elle prépare son épée. Jade crie alors que pour s'échapper, il doit forcer le passage. Le monstre a la hache charge pour attaquer. Jade se prépare à bloquer le coup. Utilisant la 8e forme de son épée sombre, il crée un bouclier pour se défendre contre l'attaque. Comme prévu, il bloque le coup avec succès. L'épée d'Ella est enveloppée d'énergie. Elle saute alors par-dessus le bouclier de Jade pour attaquer l'autre monstre. Sa lame entre alors en collision avec la créature. Ella réagit à l'impact du coup. Son attaque n'inflige que des dégâts superficiels à la créature. Jade accourt alors et lui dit qu'il va bien, surprenant Ella. Il charge alors vers le monstre. Dans un souvenir, sa mère lui demande s'il avait vraiment l'intention de se sacrifier pour protéger leur famille. Jade répond alors qu'il va bien et n'a aucune crainte si c'est pour eux. Son expression s'emplit alors d'inquiétude. Elle le corrige alors, disant que ce n'est pas vrai, et continue en affirmant qu'il n'a pas besoin de se sacrifier pour la famille. Elle lui conseille de toujours utiliser sa force pour se protéger, lui, ses camarades et les citoyens. Jade se souvient des paroles de sa mère sur le rôle en tant que manieur de l'épée magique. En fait, il se souvient de ne pas avoir tout donné face à l'oral. Il se souvient alors que c'était un problème qu'il pensait avoir résolu par son propre sacrifice. Puis il se souvient que Urian lui a fait remarquer à quel point il était blessé. Et il se souvient aussi que Ella a dit qu'il voulait se sacrifier pour les protéger. Une image de ses jeunes frères et sœurs apparaît, lui demandant de ne pas se blesser. De retour au présent, son expression change. Il déchaîne alors la première forme de l'épée magique, créant une attaque en forme de crâne. Ella observe la scène et se demande ce que c'est. Ella se demande quelle arme il utilise, car elle ne pouvait rien voir. Elle s'émerveille alors de l'incroyable talent de Jade. Le monstre ouragan se prépare alors à attaquer. Jade crie à Ella de faire attention à ce qui arrive. Une forte rafale de vent les projette alors dans les airs. Le duo réagit à la situation inattendue. Elle est alors surprise de voir qu'une simple rafale de vent puisse les faire tomber comme ça. Elle se prépare alors à la chute. Ella réalise que s'ils tombent d'ici, ils vont certainement. Elle pense alors à Euron. Soudain, leur chute est stoppée en plein vol, et ils flottent en toute sécurité. Ella atterrit doucement tandis que Jade tombe au sol, et elle demande après Urian. Urian se révèle alors et demande si c'est un monstre de niveau 3. Jade l'interpelle, disant qu'il est soulagé qu'il aille bien. Urian lui rappelle que les professeurs sont en route, puis se tourne vers le monstre et demande s'il vaut 20 points. Urian suggère qu'il essaie de le vaincre tous les trois, laissant Jade et Ella surpris. Jade lui demande s'il est sérieux et comment il peut même penser ça après avoir vu ce qui s'est passé. Ella a honte d'avoir eu peur et reconnaît que Euron est bien plus courageux qu'elle. Mais Euron se contente de répéter avec enthousiasme que ça vaut 20 points. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.